Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 6 avril 2026. C'est férié mais nous sommes là. On a même un gros programme ce soir avec deux thèmes. On va revenir tout d'abord sur PSG Toulouse. C'était l'affiche de vendredi soir en Ligue 1. C'était bien. Surtout parce qu'on a gagné 3-1. On va passer, je pense, une heure dessus parce que c'est quand même pas mal de choses à dire malgré tout. Et ensuite, on basculera évidemment sur PSG Liverpool, le quart de finale à la Ligue des Champions qui a lieu mercredi soir à partir de 21h, comme toujours la Ligue des Champions. Et voilà, on a de quoi dire pareil entre les compos, les clés du match, la forme de notre adversaire ou la méforme, selon. On va voir ce qu'on va en dire. On est quatre ce soir. Mathieu est là. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu? Salut à tous, ça va et toi, Fio? Ah bah écoute, alors pour ceux qui ne savent pas, Mathieu et moi, nous étions déjà en podcast hier soir pour un autre podcast qui sortira très bientôt. On le partagera, je pense, sur nos comptes Twitter personnels. On a fait un top 15 des joueurs du PSG, des 30 dernières années notamment, avec de belles surprises. Mais vous écouterez, le premier, on s'y attendait pas totalement. On a été un Et, peu et- et soufflé. donc, 6 heures de débat en 2 jours, autant dire que ça fait long. Voilà, parce Mais qu'hier, on les tient. nous avons fini à 1h du matin, parce que ça, on a mis du temps à démarrer. Chez qui, j'avoue que, attendez, je vais vous retrouver je vous le mettrai plus tard, parce que je me souviens plus le nom du compte, je suis désolé, Salif, t'as très bien organisé ça, mais j'ai confondu les comptes, j'ai pas envie de dire des bêtises. Je vous retrouve ça après. Daryl est là, bonsoir Daryl. Est-ce que tu nous Salut entends, mon Philo, cher? salut tout le monde. Voilà, tout va bien. Ouais, moi j'entends parfaitement. Bon, tu as passé un bon week-end, tu es en forme, oui, tu m'as dit que tu étais reposé et Excellent. tout. Très bien. Eh oui. Tu as bien de la chance. Blaise est là pour compléter. Bonsoir le Blaise. Bonsoir Philo, bonsoir à tous. Eh bien écoutez, on est tous là. C'est un plaisir de vous retrouver parce qu'effectivement, je n'ai pas eu le courage d'organiser un podcast pendant la trêve internationale. J'étais trop sous le charme du DD Ball, donc je n'ai pas trouvé de thème sous la main. Je voudrais remercier Premier Subber, Mamia Ou, Elwood14 et Roger AA pour le sub à l'instant. Et on va donc attaquer sur ce formidable, bon, ou peut-être pas formidable quand même, ce bon PSG Toulouse de vendredi soir. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, les buts ont été inscrits par Ousmane Dembélé à la 23e, égalisation de Toulouse à la 27e par Nicolas Hyssen. De nouveau Ousmane Dembélé à la 33e sur une passe décisive de Kvaratskhelia. Et enfin à la 92e par l'inimitable Gonzalo Ramos sur une passe, je ne sais pas si elle a été accordée comme décisive ou pas, de Nuno Mendes. Je pense qu'elle l'est personnellement vu qu'il a quand même pris la défense en revers, mais on verra bien. Est-ce que Daryl veut faire un rapide coup du match? Rapide, Daryl, j'ai dit. Ou voilà, ou pas, comme tu veux. Non, est-ce que ça Oui, vaut. oui, Allez, oui, allez. oui. On Full peut faire son, un mon petit, mais cher, ouais, full son, vas-y. un petit rapide. Mais oui, bah donc c'était un match plutôt important parce que bah, on savait que notre concurrent dans ce titre affrontait Lille, donc dans un derby qui s'annonçait chaud et compliqué pour eux. Et nous, de notre côté, bon, bah, c'était une rencontre du vendredi post-trêve international, sachant que des joueurs avaient joué peu de temps avant, donc on savait qu'il allait y avoir de la rotation, que ça allait pas forcément être évident de se remettre dedans, avec en plus le gros match contre Liverpool qui nous attend mercredi. Donc voilà, c'était une rencontre un petit peu piégeuse sur le papier, mais où il y avait la nécessité vraiment de s'imposer. Puis bah c'est un match qu'on a parfaitement géré, hein, on l'a pris par le bon bout. On a été très sérieux, j'ai trouvé, en tout cas pendant les 60 premières minutes, avec un TFC qui est venu quand même avec quelques velléités, notamment au pressing, qui nous a un petit peu gênés, mais on a quand même assez vite trouvé les clés, malgré cette équipe remaniée, avec notamment un milieu un petit peu particulier. Mais voilà, donc, vraiment, le match a été vraiment contrôlé du début à la fin, avec donc bah, ce but déjà de Dembélé qui arrive au milieu de la première mi-temps. Encore un but exceptionnel à son catalogue. Il y en a eu quand même pas mal cette saison. Bon, malheureusement, ça n'a pas tenu bien longtemps. 4 minutes après, alors que le TFC n'avait encore rien fait de la partie, je pense ils devaient avoir un tir depuis là sur une touche qui était hors cadre, sans le moindre danger. Puis bon, là, il y a cette double erreur de Safonov, dont on reparlera, mais qui amène du coup l'égalisation toulousaine. Heureusement, même 5 ou 6 minutes après, il y a ce deuxième but de Dembélé sur corner. Et puis voilà, à partir de là, ça a été
bah, on a totalement déroulé. En deuxième mi-temps, il y a clairement eu un petit peu de relâchement. Toulouse a mieux su tenir le ballon, mais globalement, il y a pas eu vraiment de mise en danger de leur part. Donc on a vraiment contrôlé, on a peut-être un peu trop contrôlé, on s'est mis inutilement en danger, je pense, en les laissant dans la partie jusqu'au bout. Une erreur aurait pu arriver et coûter des points un peu bêtement. Bon, heureusement, ça n'a pas été le cas. Et puis, dans le temps additionnel, Gonzalo Ramos est venu alourdir la marque de façon très méritée pour donner une belle victoire 3-1 et un week-end absolument parfait pour nous en Ligue 1. Oui, parfait. Défaite de Lens, défaite de Marseille, parce que je vous rappelle qu'en septembre, ils jouaient le titre, ils jouaient même la Ligue des Champions. Après un Marseille-Le Havre avec un quadruplé des Greenwood, la Ligue des Champions, on arrive, n'oubliez pas. Donc nous n'oublierons pas effectivement les pitreries habituelles de nos amis du Sud, mais en tout cas, oui, week-end très favorable sur le plan de la Ligue 1. Mathieu ou Blaise, de façon générale sur ce match, Daryl a parlé de match bien géré. Je pense que c'est effectivement. J'ai pas eu le temps de finir les 15 pensées sur le match, mais je crois que la première c'était tout simplement une bonne chose de faite en fait, à savoir que c'était un match un peu piégeux. On a vu que Toulouse n'est pas une équipe facile à jouer avec Martinez Novel. C'est un entraîneur qui quand même sait bien organiser ses formations. Et puis bah tu te mets quand même en bonne situation assez rapidement. Bon, tu prends un but bête, mais malgré tout, t'es pas trop en danger. Tu n'as pas de blessés. Moi, surtout, ce que je retiens, c'est le fait que t'as vraiment très peu concédé outre le but. Bon, je sais pas trop ce qu'on aurait pu espérer de mieux. On a vu quand même qu'il y a eu des équipes qui ont eu du mal à reprendre le fil de leur saison après la trêve. On peut dire que le PSG a repris sans problème le sien, non? Ou je suis un peu trop gentil? Je veux bien votre avis, Mathieu et Blaise, par exemple. Je trouve que Parce c'est que Vas-y, Blaise, vas-y, fini. Ouais. Non, ouais. Non, mais je trouve que pour te répondre que c'est dans la continuité un petit peu de ce qu'on voyait ces derniers temps, avec une équipe qui a l'air de retrouver des jambes, ou en tous les cas qui, dans les matchs, n'a pas de difficulté à pouvoir mettre du rythme et à aborder les matchs de bien meilleur augure que ce qu'on aurait pu penser pendant certaines parties de saison pendant certaines parties de cette saison. Donc, non, je pense que c'est un PSG on s'attendait à le voir être peut-être au-dessus, mais pas avec autant de facilité. Mais non, c'est plutôt bien et je trouve que ça va dans la continuité de ce qu'on voit depuis quelques temps avec le retour, même s'il y a quelques absents en continuité, mais surtout le retour des jambes et du caractère athlétique de cette équipe. Très bien. J'avoue que je suis un peu plus réservé que vous sur live. On me dit moins bonne seconde mi-temps en revanche. Euh, En fait, je sais pas si c'est moi ou si je suis trop exigeant avec cette équipe, mais je trouve qu'encore une fois, sur un match de Ligue 1 comme ça à domicile, alors je le répète, mais Toulouse est une équipe vraiment bien organisée, hein, faut pas les négliger, mais je trouve qu'on n'a pas créé énormément d'occasions. Je sais pas si ça t'a choqué, Mathieu. Moi, je trouve qu'à la fin du match, j'ai entendu des commentaires très positifs, et d'un point de vue défensif, je comprends, parce que dans le pressing, ça a été bon, on n'a pas fait trop n'importe quoi globalement. Mais je trouve que dans l'animation offensive, dans la capacité qu'on a eu à créer des occasions, bon, je suis un peu resté sur ma faim. Est-ce que tu partages cet avis, Mathieu, ou est-ce que je suis trop exigeant pour un retour de trêve un vendredi soir? ouais, au-delà du sentiment, on peut partir des faits. On finit à 1,7 d'XG, il me semble, et t'en as la moitié pour le but de Dembélé, Ouais, donc le deuxième. Et je pense aussi la double occasion, pas de choses à Barney, compte pour 0,2, 0,3. Donc effectivement, tu fais la somme pour les 15 autres tirs restants ou les 14 autres tirs restants du match. Ça te fait une moyenne assez faible. Donc ça traduit pas une grande dangerosité en fait des situations de frappe du PSG, ça c'est clair. Après, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de pousser plus? C'est un retour de trêve, il y avait un peu de turnover, globalement limité, puisque tu avais quand même, je pense, les deux tiers de l'équipe qui correspondaient à l'équipe type, donc c'était pas non plus une revue d'effectifs. Et d'ailleurs, je pense que le bon niveau, la bonne tenue collective, c'est aussi lié à ça, le fait que voilà, la revue d'effectifs était pondérée, on va dire. Après, sur la création d'occasion, oui, tu as raison, ça a été moins net que face à Nice avant la trêve, où là, on avait eu beaucoup d'occasions et un XG total très élevé.
Par contre, c'est la même lignée sur le plan défensif. Effectivement, on n'a vraiment rien laissé à Toulouse. C'est un match où tu baisses 0,1 XG à l'adversaire pour rester sur les stats un peu brutes. Seulement 5 tirs de Toulouse et seulement un seul dans la surface. C'est le but. Ouais, c'est le Alors, but, c'est ouais, des je veux frappes dire. de loin, c'est des frappes de loin sans espoir. Donc globalement, collectivement, effectivement, il y a un peu à redire dans la création d'occasion. La fin de la deuxième période est pas très bien gérée. On perd un peu Ouais, la maîtrise. Mais paradoxalement, en plus, ça correspond au moment du match où tu fais rentrer plusieurs titulaires. Donc c'est notamment Vitinha, notamment Neves, tu finis avec ton milieu type. Et tu perds un peu la maîtrise. Il y a une dizaine, quinzaine de minutes où la possession est clairement rééquilibrée à l'avantage de Toulouse. Donc, sur l'ensemble du match, ils ont 25-30% de possession. Sur cette période, ils ont près 50%. Mais globalement, tu n'as jamais été en vrai danger. Donc, tu peux rester sur ta faim si tu veux pousser le niveau d'exigence très, très loin. Mais globalement, sur un retour de trêve et sur un match pré-Ligue des Champions, le travail a été fait et on entame le Money Time avec pas mal de satisfaction. Je pense que le résultat, en plus, est enjolivé par celui du jour d'après, donc la défaite de Lens à Lille, qui te dégage vraiment le chemin pour le titre de champion. Et comme ça a été couronné en plus ce même week-end par la défaite de Marseille et par la défaite de Liverpool, autant dire que ça a été vraiment le week-end de rêve à ce niveau-là. Donc, oui, tu as le droit d'être plus exigeant. Je pense que le travail est fait maintenant pour Toulouse. Le travail est quasiment fait pour le championnat en général. Et maintenant, on arrive dans le moment décisif pour la Ligue des Champions. Donc, à voir si cette équipe est capable de lutter pour garder son titre. Ça va être ça maintenant l'enjeu. ouais. C'est marrant, c'est que juste avant de jouer Liverpool, la dernière fois, on avait joué contre Lille, où on avait fait, pour le coup, une démonstration absolue de football. Et C'était un un- vendredi aussi, d'ailleurs. Non, c'était un samedi, non, le PSG Lille, je Ah, crois. ça y est? Ouais, c'était un Alors, j'ai samedi. regardé. On pouvait pas jouer le vendredi parce que justement, au départ, Lille voulait le décaler au vendredi. On pouvait pas parce qu'on jouait la Coupe de France le mercredi suivant. Mercredi précédent, pardon. Donc voilà. Mais non, c'est vrai que on a fait le travail. On a vu quand même, bon, deux très jolis buts sur trois parce que bon, j'irais pas dire que le but de Dembélé, le deuxième, est spécialement beau, un corner dévié et un mec qui pousse sur la ligne, c'est pas le but du siècle. Mais on peut, Sur les corners, on a tenté des choses, d'ailleurs, sur ce ouais, match. C'est pas forcément couronné de succès, mais il y a eu quelques situations de combinaison. Je pense que ça a un peu travaillé sur les derniers matchs, sur les derniers jours, pardon, avant le match. Puisque pour le coup, le staff a eu un peu de temps. Bon, pas avec tout l'ensemble des joueurs, mais les Français, par exemple, sont revenus relativement tôt. Donc, probablement que ça a un peu travaillé dans le domaine. bah ouais, et puis surtout quand t'as pas trop les jambes pour faire des exercices à beaucoup, coup de pied arrêté, en théorie, d'un point de vue énergétique, c'est gérable, quoi. Donc ça, bizarrement, ça aide aussi pas mal. Mais effectivement, sur les coups de pied arrêtés, bah, on a quand même un but, un refusé pour un hors-jeu, ou si on est un peu plus attentif, je suis sûr qu'on peut le mettre. Il n'y a pas de Cho et Zabarni qui sont pas loin de marquer aussi sur coup de pied arrêté. Ça veut dire qu'il y a quand même eu beaucoup de travail à ce niveau-là. Enfin, beaucoup de réussite en tout cas. Le travail, il est pas forcément là. Il peut être des fois des semaines avant. Mais en tout cas, c'était bien. De façon générale, avant qu'on passe je pense qu'on va pas faire très long. Ce qui vous a plu sur ce match ou pas trop plu d'un point de vue collectif, Mathieu a évoqué rapidement le travail sur le coup de pied arrêté qui a plutôt payé dans l'ensemble. Daryl, Blaise ou Mathieu? Oui, Daryl, vas-y. Ce qui m'a pas mal plu, justement, c'est la bonne tenue défensive, que ce soit au niveau du pressing, où on a retrouvé quand même pas mal de jus. J'ai trouvé. Alors, bon, ça fait un petit moment qu'on voit quand même que l'équipe a une certaine énergie, mais parfois, il y avait peut-être un petit peu de retard sur les déclenchements de pressing, etc. Et là, pour le coup, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans le ton, vraiment très, très performant dans cet aspect. On retrouvait l'efficacité qu'on a pu connaître par le passé. Et puis, même sur défense placée, alors il y a eu très peu de situations comme ça, mais globalement, on a vraiment réduit Toulouse à peau de chagrin, quoi. Alors c'est vrai que c'est pas forcément une équipe qui brille offensivement, c'est plus leur défense qui est de qualité cette saison. Je crois qu'avant le match, c'était la quatrième défense de Ligue 1. Cinquième. Cinquième.
À cinquième? Oui. Ouais, bon, ouais, donc top 5, ça reste quand même très Après, correct. je te dis honnêtement, cinquième avec Guillaume Reste dans les buts, ça vaut quatrième avec un gardien normal, hein. N'ayons pas peur Oui, des bon. mots, hein. Ce jeune a des côtés pitresques ou chevaleresques, chacun choisira sa version, mais il fait des Oui, trucs des oui, oui, fois. oui. Ouais. Bon, vas-y, Ouais. je t'en prie, Bon, contre continue, nous, ça va. excuse-moi. Il a pas fait de dinguerie. Mais ouais, effectivement, on a vraiment réduit. Toulouse à pas grand-chose. Tu l'as dit, hein, toutes leurs frappes sont de l'extérieur de la surface, sauf du coup sur le but qui marque. Donc ça, c'est un aspect, je trouve, très positif. On parlera des performances individuelles plus tard, mais un joueur comme Doué, par exemple. Défensivement, je l'ai trouvé vraiment excellent. Guevara aussi. Donc Mm. là même, voilà, les individualités sont malgré en fait l'importance des matchs de Ligue des Champions qui arrivent, etc. Ne néglige absolument pas le travail et les efforts à fournir en Ligue 1. Et ça, c'est très appréciable. On sent que l'équipe est passée dans un mode sprint final là depuis quelques temps et que voilà, tout le monde est parfaitement impliqué. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté implication qu'on avait déjà vu avant la trêve, je trouve à Nice, ça se voyait que l'équipe était impliquée, qu'elle voulait faire les choses bien. Mais là, tu sens que bah, t'es pas en retard dans les courses défensives, tes attaquants ils pressent. Bon, globalement, enfin, c'est un peu terrible ce que je veux dire, mais tu sais l'état d'esprit du PSG quand tu regardes Gvara, quoi. Si Gvara court pour défendre beaucoup, s'il court des heures un peu tout court en Ligue 1, bon, tu sais que tout le monde est concerné. C'est peut-être le plus dur du 11 de départ à concerner vraiment sur la Ligue 1. Là, tu vois le match qu'il fait, c'est vendredi, tu fais bon, ça va. Ça devrait à peu près bien se passer, quoi. Et puis, outre l'aspect un peu implication défensive qui effectivement était au top, bah, enfin, le but que te met Dembélé, le premier, il te simplifie les choses quand même. Enfin, tu peux prendre le souci, le problème par tous les côtés, regarder l'équation comme tu veux. Quand t'as un mec qui te met un but pareil, bon, ça te simplifie quand même pas mal la chose parce que la reprise qu'il fait, pouf, tout en décontraction, pied gauche, hein. Bon, il sait toujours pas lui-même s'il est gaucher ou droitier, même si je pense que depuis le temps il sait qu'il tire quand même beaucoup plus fort du pied droit. Mais le but comme ça, reprise de volée pied gauche sans contrôle sur un ballon un peu foireux, tu fais ouais, ok. Ah ouais, bon bah voilà, le ballon d'or est là, c'est lui. Là, il est détendu, il est serein, le geste est superbe, la frappe elle part parfaitement. Elle est même pas spécialement bien placée hein, si vous regardez, mais c'est juste que ça part tellement fort parce que le geste est tellement beau, tellement réussi que voilà. On n'en a pas non plus parlé, mais je trouve que le but de Ramos met un but d'avant-centre. Je sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est l'an dernier, en toute fin de saison, il met un but contre Auxerre, je crois, au parc où on gagne. Il met un but comme ça où il frappe de l'extérieur de la surface et le gardien est trompé justement parce qu'il s'y attend pas. Il me semble que c'est PSG Auxerre, mais j'ai un doute. Petit but à la Cavani, comme on dit sur effectivement. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a deux buts qui sont vraiment très très beau, dans deux registres très différents. De la qualité de frappe, évidemment, ça reste des frappes et tout, mais il y a une inspiration vraiment de pure avant-centre qui est celle de Ramos, et un but avec un équilibre technique de très haut niveau qui est celui de Dembélé. Mais quand même, c'est enfin le best-of des buts de Ousmane Dembélé, à lui seul, il peut remplir le top de la saison de la Ligue 1 quand même, quoi. On me dit sur live, il en a 3 chez Jonas depuis janvier. Bah ouais, non, mais il a mis des buts quand même, Ousmane. C'est incroyable, hein. Puis surtout le style, les lobes, les buts où il fait des démonstrations de dribble avant de conclure. Là, la reprise de volée sans contrôle et tout. Non, franchement, une bien belle forme entre Lille, Marseille et Toulouse, comme on dit sur live. Non, vraiment, c'est du bien bel ouvrage. Cette année, il met des bangers de fou. Ouais, ouais. C'est vrai que l'an dernier, il a beaucoup marqué, mais il y avait beaucoup de buts où il était au deuxième poteau à conclure parce qu'il avait bien suivi, parce qu'il avait bien anticipé. Il a pas beaucoup marqué comme ça de cette saison, mais en revanche, il a mis des sacrés buts. Dembélé Prime, surtout Dembélé à 100%. Plutôt que Prime ou pas Prime, surtout qu'il soit à 100% et le reste, on verra. Blaise, un avis sur cette reprise de volée, l'équilibre, bien. Tu as fait pareil dans ton salon étant jeune, j'imagine. Ouais, ouais, pas du pied gauche, mais on s'est essayé. Et lui, il a dit, il le met une fois sur 10. On Ouais, va monter un peu plus les tentatives pour le réussir parce que ouais, c'est un geste
En plus, c'est assez paradoxal parce que souvent sur les reprises comme ça, il a du mal à se situer et là, il a bien décrit, le ballon arrivé peut-être, à la bonne vitesse, mais très beau geste, très beau but. Et effectivement, comme tu l'as dit, dans un match comme celui-ci, même s'il avait été bien abordé et que l'équipe était concernée, c'est toujours plus simple quand, bah, sur un exploit individuel, tu arrives à débloquer la chose et l'exploit individuel, il a permis de lancer le match, mais il aurait pu ne pas suffire puisque peu de temps après, quand même, il faut quand même le dire, il y a une égalisation qui arrive très vite, mais le fait que l'équipe soit très concernée a permis de conserver l'avantage et puis de le creuser en fin du match. Donc non, en tout cas, but de très très grande qualité et puis à l'instar de ce que tu disais, ouais, je pense que Dembélé, pour cette équipe et pour lui surtout, bah, il a besoin d'être à 100% pour s'exprimer parce que enfin, pour rester un petit peu dans le langage actuel du football, moi j'ai très peu vu de défenseurs le pocket comme ils disent, quand lui il est en pleine possession de ses moyens. C'est très rare qu'ils arrivent à le cadrer, à trouver une alternative pour le bloquer. Donc pour nous et pour lui, on a besoin qu'il soit à 100% et c'est de bon augure parce qu'actuellement il est plutôt bien. Ouais. Tiens, Bah, c'est très difficile, là, si tu te projettes un petit peu, c'est très difficile de bloquer Dembélé. Comment tu vas bloquer un joueur qui va redescendre parfois à 50 mètres du but pour organiser l'action? Tu vas pas lui mettre quelqu'un en individuel sur l'ensemble, sur tout le terrain. C'est là tout l'intérêt qu'a Dembélé dans ce système-là, avec la liberté que lui donne Luis Enrique. Il va là où il veut. D'ailleurs, l'action du but, à la base, c'est lui qui est touché dans une zone très centrale et très reculé. Et ensuite, ça part sur le côté avec Hakimi et ça lui revient. Mais donc tu vois un peu la palette et la difficulté que peut avoir une équipe adverse à cadrer, parce que qui va le suivre, Dembélé? Est-ce que c'est le milieu de terrain qui va le chercher, qui va sortir sur lui, mais auquel cas tu laisses des espaces dans le dos? Si c'est un défenseur, n'en parlons pas, parce que là tu laisses la possibilité à avoir des appels très tranchants et très directs dans la surface. C'est très compliqué à gérer ça, hein. Il faut avoir une équipe en face très compacte et qui soit très bien coordonnée pardon, dans ses déplacements et dans ses compensations. Donc, effectivement, je pense que Dembélé, au-delà du talent individuel qui a permis de débloquer le match, ne serait-ce que son rayon de déplacement est très difficile à gérer pour l'adversaire. Mais malgré tout, sur un match comme hier, comme vendredi, pardon, autant le talent individuel peut évidemment très bienvenu pour faire la différence. Autant c'était pas non plus la première occasion du match pour le PSG, puisque tu non. avais déjà Gvara sur une frappe à l'entrée de la surface. Il y avait aussi une combinaison entre Dembélé et Gvara. Je sais même pas si elle compte pour un tir, puisqu'il arrive un peu en bout de course et je crois qu'il n'arrive pas vraiment à armer face à Rest. Donc c'est vraiment dans un petit espace et dans la surface, c'est quand même une grosse situation. Mais donc évidemment le but et le talent individuel de Dembélé ont permis de faire la différence, mais peut-être pas non plus complètement embourbé face à une équipe que tu n'arrivais pas à manœuvrer. Ouais. Non mais tu as raison de dire que Dembélé te crée aussi des choses dans le déplacement, la passe, tout ça. Et ça m'amène quand même à un des points suivants, c'est qu'on a de nouveau vu Lucas Beraldo au milieu de terrain, ce qui est quand même un peu comment dirais-je, je vais pas dire est-ce que c'est la surprise du moment? Est-ce que c'est l'expérimentation du moment? Mais La rustine. la rustine, qu'est-ce enfin, on va basculer directement, on parle un peu perf individuel, mais c'est pas très grave, hein, on n'est pas non plus sur le match du siècle. Qu'est-ce que vous en pensez de la façon qu'il a eu de jouer au milieu? Est-ce que oui, on a revu Nuno en ailier aussi en fin de match. Bon, pareil, j'ai pas trop aimé. Petit Beraldo, le nouveau Messi. Oh, écoutez, s'il est déjà un cinquième de Vitinha, ça sera pas mal. Je veux bien votre avis, Blaise, Daryl, Mathieu, sur le match de Beraldo comme ça dans ce rôle de milieu de terrain. Ah, moi, je vais bien commencer. Vas-y, Daryl. Ouais, bah, moi, pour le coup, j'ai trouvé que au début, il avait peut-être un petit peu de mal à se rendre disponible, à se positionner. On connaît Vitinha et son habileté à vraiment tout le temps offrir des lignes de passe pour être à la manœuvre et être en fait tout le temps en position d'être touché quasiment par n'importe qui. Et bah, Beraldo a eu peut-être un petit peu de mal à se positionner et à être influent en début de rencontre. Euh, Après, ça allait de mieux en mieux. Je pense voilà, il s'est un peu acclimaté au fur et à mesure de la rencontre. Et
je trouve que son match devient vraiment meilleur à partir du moment où, en fait, il y a une action là, à un moment où il se projette côté gauche et il fait un centre avec la reprise ratée de Hakimi. Ouais. Et je trouve que c'est un peu à partir de ce moment-là que voilà, qu'il commence à trouver de l'influence, à vraiment être un peu à la baguette. Et puis défensivement, c'est bon, comme c'est un défenseur central, forcément il a certaines capacités à être performant, heureusement. Et donc il a été plutôt bon. Hein, j'ai trouvé en se montrant plus agressif, alerte. Donc il a pas du tout fait tâche dans ce registre. C'est ce qui était plutôt attendu. Et donc je trouve que c'est une solution. En tout cas pour cette fin de saison en Ligue 1, c'est une solution plutôt intéressante. Évidemment, à un niveau plus élevé, c'est hors de question. Mais en tout cas, je crois que tu as utilisé le mot rustine. Ouais, je pense que c'est une très bonne rustine. On a quand même un vrai problème cette saison avec l'utilisation de Vitinha qui était indispensable, hein, qui l'est toujours. Et là, pouvoir justement offrir à Vitinha la possibilité de se reposer, lui qui est un des joueurs qui a accumulé le plus de minutes, ce sera pas négligeable dans cette fin de saison. Et puis ça donne aussi un peu un rôle à Beraldo qui avait vraiment disparu de la défense centrale. Donc je trouve que c'est après Nice, son entrée en jeu demandait quand même, je trouvais, après ça, il demandait à être revu. Et là, on l'a vu en début de rencontre et ça a été plutôt positif pour lui. Donc voilà, ça commence à ressembler à une solution crédible. Très bien. On me le compare sur live à David Luiz quand il jouait au milieu de terrain à l'époque. Mathieu, tu partages cet avis un peu? Je trouve pas les styles de jeu comparables du tout. Mais parce que David Luiz c'était vraiment l'armoire devant la défense avec un gros impact physique dans les duels notamment. Ouais. Pour le moment, Beraldo, je comprends hein, le fait qu'on l'ait revu face à Toulouse vendredi, parce qu'il avait fait pour le coup une vraie bonne entrée face à Nice, y compris même dans les projections sans ballon vers la surface, c'était notamment l'un des buts qui était amené comme ça. Donc forcément, ça méritait d'être vu, ne serait-ce que pour comprendre de la part de Luis Enrique s'il allait pouvoir être utilisé pour gérer les minutes. On en aura besoin, surtout si on va loin en Ligue des Champions. On aura forcément besoin de reposer Vitinha entre les tours. Donc forcément pas pour Liverpool puisqu'on a réussi à déplacer le match. Donc on s'est évité un problème, mais si tu dois passer en demi-finale, évidemment tu auras besoin d'avoir une solution de remplacement. Moi, je serais quand même assez tempéré sur la performance de Beraldo. En fait, ça dépend comment tu le mesures. Est-ce que tu le mesures dans l'absolu par rapport à un milieu de terrain ou est-ce que tu le mesures par rapport à un défenseur qui jouait son deuxième match en tant que milieu de terrain et sa première titularisation à ce poste. Donc, si tu le juges sur la deuxième option, tu es forcément indulgent. Et tu le juges dans l'absolu, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à redire. Comme l'a dit Daryl, déjà la participation au jeu. Première mi-temps, le PSG est à 75% de possession. C'est le joueur de flanc qui touche le moins de ballons de l'équipe. Quand même une différence notable et je pense quelque chose à souligner. Il finit la mi-temps avec 35 ballons, à égalité avec Dembélé qui est le joueur le plus haut sur le terrain, mais il finit à plus de 20 ballons d'écart de Doué par exemple. Ouais. Une quinzaine de ballons d'écart de Zahir Emery et de Gvara aussi. Donc pour un joueur qui est vraiment dans le cœur du jeu et qui est censé organiser le jeu de l'équipe à ce poste-là, tu vois qu'il y a quand même une marge et qu'il n'est pas encore à l'aise pour remplir ce type de rôle. Après, sur le plan technique, il a donné la continuité à la possession, même s'il a raté quelques passes un peu, des renversements de jeu notamment, qui m'ont un peu surpris parce que pour le coup, c'était pas ce qu'il a envie, hein, qu'il est capable de faire, qu'il est capable de faire en tant que défenseur. Donc, pour le coup, là, il n'avait pas besoin c'était dans ses cordes, on va dire. Mais oui, tu voyais quand même la différence entre un Vitinha qui parfois est un peu raillé par son jeu simple, on va dire, mais il a 90% du ballon simple à jouer, Vitinha, parce qu'il se rend toujours disponible et il arrive toujours à se démarquer, en fait. Et ça lui permet de jouer seulement peut-être 10-15% de ballons vraiment difficiles dans le match, sur des ouvertures, des actions un peu plus offensives, ou bien des moments où il va se retrouver un peu plus sous pression, mais le reste du temps, il arrive à se démarquer, à se libérer et à se rendre disponible pour ses partenaires et donc à rendre vraiment simple le fait de toucher le ballon et de donner la continuité à la possession. Donc tu voyais la différence avec un Beraldo qui n'est pas du tout habitué à ce poste, à ce niveau. Après, ça reste compréhensible. Hein. Il y a eu, évidemment, les comparaisons avec Marquinhos ont fleuri, puisque c'est deux joueurs qui viennent du Brésil, qui ont été repositionnés au milieu à peu près au même âge aussi.
Ouais. Mais pour le coup, les débuts de Marquinhos, avant de devenir une vraie solution crédible et intéressante à un bon niveau, ça avait été très très pénible. Hein, les Oh là premiers là, il matchs, était si on fait un nul. peu d'historique et d'archéologie, le Oh, premier match face à Angers au Parc, le deuxième à Nîmes, à Nîmes, il avait été ouais, calamiteux. Putain, il était à la ramasse, le pauvre, ouais. le troisième face à Liverpool à Anfield. C'était très très compliqué pour lui. À Nîmes, je ne sais pas si tu as en tête les déclats d'après-match, Philo. Ouais, Il oui. s'excusait presque. Il disait Oui, oui, c'est Je sais ça. que vous êtes habitué à Mota et Verratti, c'est trop chaud. Je suis Et, désolé, les amis. lui, mais après, il rentrait dans une équipe encore en construction où je pense face à Nîmes, on jouait avec Mbappé, Neymar, Cavani et Di Maria titulaires ce jour-là. Ouais, c'est Et ça, Rabiot à ouais. côté. Donc, c'était compliqué, on va dire, comme pour être lancé dans le grand bas comme ça. Donc Beraldo, il rentre dans une équipe un peu qui tourne beaucoup mieux avec des titulaires à côté. Je pense que c'est un atterrissage plus en douceur et ça lui permet de ne pas trop dénoter, même si je pense qu'il apporte pas tout ce qu'un milieu de terrain de formation pourrait apporter. Après, est-ce que c'est quelque chose sur lequel Luis Enrique va insister vraiment ou bien il va plutôt donner il va plutôt donner de la continuité à Fabien Ruiz quand il rentrera ou peut-être à Dro qui pourrait être une solution aussi pour être un milieu de terrain. L'an dernier, on avait un peu extrapolé sur le fait que Nick Anguin pourrait être une solution aussi en numéro 6. Tu l'as très peu revu, donc Ouais. à voir. Hein. Je ne suis pas sûr que Bah, Beraldo au milieu de terrain, on le revoit tant que ça d'ici la fin de saison. alors, contrairement à toi, je pense qu'on va le revoir plus que tu ne l'imagines parce que Luis Enrique a toujours tenté de lui donner du temps de jeu. Il a souvent galéré. Et j'ai l'impression il a l'air déjà, quand il parle il a donné de la continuité au jeu, tu sais que ça lui plaît, ça. Il y a des trucs qui lui plaisent plus que d'autres, mais ça, continuité dans le jeu, une ou deux touches de balle, très simple, ça lui plaît beaucoup. Euh, Après, ce qu'on disait c'est marrant, c'est qu'on dit, ouais, c'est bien, on va pouvoir faire souffler Vitinha. Le problème, c'est qu'on va utiliser encore plus Pacho, qui déjà souffle pas beaucoup. Mais bon, on va faire avec. Non, sur Beraldo, moi, il y a un truc qui m'a intéressé. Bon, déjà, je l'avais préféré à Nice, honnêtement, que ce match contre Toulouse, mais je me demande à quel point Luis Enrique lui a simplifié la vie. Parce que par exemple, si vous regardez en début de match, quand on est pressé très haut par Toulouse, quand Toulouse essaye et a une ligne de 4 qui vient presser nos 4 défenseurs, c'est pas Beraldo qui revient devant la défense, c'est Warren en fait. Warren à ce moment-là prend un peu le rôle qu'a Vitinha d'habitude, à savoir tu viens, tu absorbes la pression pour tenter de trouver un décalage ensuite parce que justement on se retrouve à faire un 5 contre 4. Et à ce moment-là, on a une sorte de milieu qui tourne, et c'est un truc qui arrive très souvent au PSG. Hein. Des fois, Vitinha se retrouve relayeur droit, Warren est à gauche et Ruiz de passe devant la défense. Et en fait, tout le temps, pendant les 25-30 premières minutes, Beraldo se retrouvait plutôt à être pratiquement la troisième option, ou plutôt la deuxième, parce que Doué était souvent encore un cran devant, côté droit par exemple où Warren prenait le rôle de 6, puisqu'il a déjà joué en 6 cette saison plusieurs fois, et surtout il est beaucoup plus à même d'encaisser la pression, euh, parce qu'il résiste beaucoup mieux physiquement. Et j'ai l'impression que Luis Enrique est un peu en train de préparer Beraldo au fait de jouer dos avec le jeu, enfin à préparer Beraldo à recevoir le ballon dos au but, enfin face à son propre but. Vous voyez ce que je veux dire? D'habitude, Beraldo, il est central, il a 90% du temps ou 95% du temps le ballon avec le jeu face à lui. Là, il se retrouve dans des situations où il va réceptionner le ballon sur ce genre de situation inverse en fait. Il n'est pas dans son confort habituel. Et j'ai un peu l'impression que l'entraîneur l'a volontairement sorti des circuits de relance, au moins au début de match, pour qu'il commence à prendre un peu ses marques et ensuite il devienne un peu plus utile. Je suis d'accord avec toi, Dari, tout à l'heure quand tu parlais du déclic, quand il déborde de côté gauche. D'ailleurs, il fait une interception superbe et le centre est excellent aussi. Et ça a l'air de l'avoir débloqué un peu. Après, pour en faire un milieu de terrain, vraiment un milieu de terrain, il y a un problème aussi, c'est qu'à la 60e, il était complètement cramé, quoi. Alors, il joue pas souvent, ça c'est vrai, mais comme le disait Titi, qui était là-bas au parc pour Culture PSG, mais attendez les gars, à la 63e, Beraldo, il a les mains sur les cuisses en train il en peut plus, quoi. Donc, il va aussi se poser la question de l'endurance. Euh, on verra à moyen terme. Je pense qu'on va revoir encore cette situation et cette solution est pas mal. Après, est-ce que il va y avoir assez vite un gros test? C'est après PSG Liverpool, donc on joue Liverpool PSG le mardi. Ensuite, on reçoit Lyon le dimanche. Je pense qu'étant donné qu'il y a 5 jours entre les deux rencontres, à moins qu'il y ait prolongation à Anfield, je pense que Vitinha jouera contre Lyon, qui est quand même une grosse équipe. Mais ensuite, on reçoit Nantes le mercredi soir au Parc des Princes, le 22 avril. Est-ce qu'on reverra encore à ce moment-là Beraldo en 6?
À voir si ça sera de nouveau testé. Et surtout si on voit Oui, il y a des chances. Hein. et surtout si on voit Beraldo en 6 contre Lyon, c'est que ça veut dire que Luis Enrique il croit vraiment dans cette solution. Alors après, il peut toujours trouver une solution pour faire. Bah d'ailleurs, Beraldo et Vitinha, ils avaient fini ensemble, si je me trompe pas, à Nice, non? Il me semble qu'ils jouent ensemble la fin de match. Donc, à voir. Alors, Ruiz va revenir aussi, hein, Mayulu aussi, donc Non, à voir. Hein. Ruiz, on l'a vu au Texas. Il y a il y a un shérif local qui a lancé un mandat de recherche. Il est perdu, le jeune. Hein, on sait pas où il est. Hein, franchement. Enfin, aujourd'hui, il était toujours pas à l'entraînement alors qu'il est censé. Bref, je sais pas. Mayulu va revenir. Il n'était pas censé rentrer il était pas censé rentrer dans le groupe face à Toulouse déjà. C'est un peu étonnant les infos contradictoires qu'on a sur. Il était censé retrouver l'entraînement collectif. Tu regardes le point médical à la veille de PSG Toulouse, ils te disent qu'il a continué sa reprise individuelle, quoi. Bon, déjà, c'est pas tout à fait ce qui était prévu. Voilà. Puis là, aujourd'hui, les images de l'entraînement du jour, il est toujours pas là. Hein. Donc, on sait pas où il est. Hein. Moi, honnêtement, je me demande vraiment s'il va pas finir sur la table d'opération, un de ces quatre, quoi. Donc, Ah, tu penses? bah, Non, ça a l'air d'être quand même la fin de la convalescence, là. attends, on en a 2 mois et demi d'absence. À bout d'un moment, ils Avant, ont. Ah oui, avant le oui. mondial, il n'y a aucun joueur qui s'opère. Hein. Oui. Oui, mais là, il a 2 mois et demi, ça progresse. Après, t'es pas obligé de passer de te faire opérer des croisés, passer 6 mois. Tu peux avoir une opération un peu bénigne où ça dure 3 semaines de plus. Mais il y a un moment. Bah, moi, je pense il retrouve le groupe cette semaine. Écoute, j'espère. Vous savez toute l'affection que j'ai pour lui. Mais il y a un moment, faut quand même le dire, ça fait 2 mois et demi qu'il est blessé, le type, quoi. En 2 mois et demi, on l'a vu faire 3 sprints au campus PSG, et c'est tout. Là, pendant la trêve, il l'avait envoyé en Espagne, au fin fond de son Andalousie natale, pour, comment dirais-je, pour se retaper tout ça. Et visiblement, il est toujours pas là. Enfin, on sait pas trop où il est. Il a pas pris une béquille, il a pris un mauvais coup au genou. Mais bon, il y a un moment, est-ce qu'il a pas un truc un peu plus grave? Bon, Bah, je franchement, crois qu'il y a eu une inflammation ouais, c'est ou ça. quelque chose comme ça. Ouais. Bah ouais, j'espère que c'est Bon. pas une amputation, mais bon, je commence à me poser la question, quoi, parce que là, ça fait vraiment 2 mois et demi, quoi. Et c'est vrai que la com est pas claire non plus. On n'a jamais trop su si c'était ménisque ou rotule exactement, mais oui, cette blessure, franchement, d'un point de vue médical, c'est le truc le plus mystérieux de la saison. Ouais. Donc, pour l'instant, en tout cas, il est pas là. Donc, est-ce qu'on reverra Beraldo? Moi, je pense qu'on le reverra. Je veux bien. Est-ce que Blaise, t'as un avis à donner sur le Beraldisme au milieu de terrain? On me dit ça peut être une algodystrophie. Ouais, moi je penche plutôt pour la Dupont de Ligonnès, à savoir le mec a disparu littéralement et est quelque part à un autre endroit sur la planète. Mais bon, Blaise sur Beraldo, un autre avis? Non, sur Beraldo, vous l'avez un petit peu dit tous les trois, et moi, c'est la seule interrogation par rapport à son utilisation, pardon, à ce poste-là, c'est quid de son activité et ses responsabilités quand l'équipe a le ballon et doit relancer. Et c'est vrai que bah, on a souvent vu Warren Zaïre-Emery être plus bas, avoir un peu plus de responsabilisation des trois qui restaient le plus bas, à savoir Hernandez, Pacho et Zabarni, et lui plutôt être un joueur un peu plus haut qui coulisse pour essayer d'être une option à trouver. Donc est-ce que c'est pour lui apporter un peu plus d'expérience quand il s'agit de jouer dos au jeu et donc de s'acclimater à ce poste-là, ou est-ce parce que Beraldo, malgré toutes les qualités à la relance qu'on lui voit, et ça on l'a vu aussi dans les déchets qu'il a pu avoir sur le jeu long quand l'adversaire était un peu plus proche dans une zone qu'il découvre, on l'a vu quand même rendre des ballons directement en touche. Donc je pense que c'est parce que c'est en tout cas moi pour ma part, un joueur qui est pas encore totalement apte à être aussi à l'aise avec un peu plus de densité dans des zones différentes où parfois bah, il n'est pas dans les habitudes qu'il a pu créer au poste des défenseurs centrales. Mais ça reste malgré tout, à ce niveau de compétition, plutôt intéressant. Et je pense que oui, on va le revoir. Il y a peut-être en tout cas avec les 4 points certains, et peut-être avec plus après le match contre Nantes, il y aura sûrement l'occasion de faire un peu plus tourner si on doit continuer en Europe. Ouais.
on va voir. On me demande sur le live, est-ce qu'on est sûr que le PSG a soigné le bon genou de Fabian Ruiz? Je dois vous avouer que j'ai eu du mal à ne pas exploser de rire chez moi. On espère, mais effectivement, c'est arrivé à des gens, il paraît à Madrid, de ne pas faire l'IRM du bon genou, donc je ne sais pas. Ce serait assez terrible, mais en tout cas, j'espère qu'effectivement, ils se sont occupés du bon genou. Pour finir un peu sur ce PSG Toulouse, est-ce qu'il y a un dernier truc d'un point de vue collectif ou on fait un petit tour perf individuel? Hop, Non, très rapidement, ouais, et vas-y. Mathieu l'a dit, à noter dans ce qui est un peu moins plaisant, c'est que dans l'aspect collectif, l'entrée des titulaires n'a pas rendu le match plus attrayant et là peut-être même un peu plus tendu, ou en tout cas donner l'espoir à Toulouse de pouvoir revenir dans ce match, parce que je pense que ce soit notamment pour les deux Portugais, que sont Vitinha et Nuno Mendes, peut-être des difficultés à se remettre du décalage horaire, on va dire ça comme ça. Ah ouais, ouais. Ouais, surtout à se motiver sur un match où t'es pas titulaire et juste avant la Ligue des Champions. Ouais, c'est Et ça. c'est un Puis peu le après, paradoxe, hein. Parfois sur ce style de match, c'est plutôt les joueurs remplaçants qui sont plus motivés que les joueurs habituellement titulaires qui, eux, ont le regard tourné vers le prochain match qu'ils jouent, quoi. Ouais, mais c'est ouais, vrai c'est un que schéma assez classique, hein, Hum. de voir les titulaires ne pas être très bons, surtout quand ils rentrent en jeu, après avoir joué peu de temps avant, etc. On pourrait s'attendre à ce que effectivement le niveau global de l'équipe augmente, mais pour le coup, ce genre de joueur, c'est clairement pas le genre de match qu'ils ont envie de jouer. En fait. Enfin, si tu commences sur le banc, c'est quand même très compliqué, surtout quand l'équipe mène et en contrôle total des opérations, de, de se mettre minable sur le terrain, quoi. c'est vrai que, comme le dit sur le live, il y avait Joao Neves qui bâillait à s'en décrocher la mâchoire sur le banc de touche. Et je pense que surtout Oui, nos amis portugais ne s'étaient pas remis de la rencontre avec Maurizio Pochettino. Ils ont dit, mais attendez, comment ce type avec un PSG aussi médiocre a réussi à retrouver un banc de touche? Eh bien, écoutez, la sélection des États-Unis est là pour ça. Je pense que 2 jours après, ils n'étaient pas remis de cette rencontre puisque les grands Je pense USA que c'est surtout le barbecue après match qui a pas été qui a pas été digéré, barbecue d'amitié offert par Poche. Coach Pochette a dit, attendez les gars, vous retournez à Paris, il faut que je vous fasse un petit barbecue de l'amitié avant que vous retourniez manger des graines avec Luis Enrique. Vous pouvez pas repartir sans ça, les amis. Allez, sur ce, on va avancer un peu. Est-ce qu'on a des nouvelles des citrons? Putain, mais si j'avais oublié l'arc des citrons au Paris Saint-Germain avant toutes les rencontres de Ligue des Champions. Est-ce que les citrons ont été changés, Mathieu? Je sais pas, mais en tout cas, les mauvaises vibes ont été chassées Ah, du centre d'entraînement et du club, donc c'est très positif. Je pense que les citrons ont tout absorbé et hmm, Pochettino les a pris avec eux. je pense aussi. Ça, on me dit Vitinha et Nuno l'ont connu, Poche à Paris. Non, il y a que Nuno qui l'a connu. Non, Vitinha est arrivé en même temps que Vitinha, il Christophe arrive avec Galtier. Galtier. Ouais. ouais. Je sais pas si c'est beaucoup mieux. Avec Campos, on va dire. Oui, voilà. Oui, voilà. Et non, Pochettino, on n'entraîne pas l'équipe de basket de Team USA. Il entraîne bel et bien l'équipe de soccer. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il est là pour appliquer les idées de la sélection américaine? Non, mais d'ailleurs, vous avez raté des entretiens au moment de... Comment ça s'appelle? De quand l'équipe de France est partie en tournée là aux États-Unis pendant la trêve internationale, Pochettino a donné des entretiens, mais il a réécrit l'histoire d'une façon absolument incroyable. Tu l'écoutais, non, le PSG, on était une bonne équipe, on était à un rien d'y arriver. Pardon. Ah, Et, oui, tu parles de ça. Quand il dit Ah qu'on lui a ouais. manqué de respect, etc. Oui, ok, oui, Non, oui. mais il a fait une interview dans l'équipe, c'est ça, durant la trêve? Ah, mais il a pas fait que Oui, l'équipe, il a c'est ça. fait l'équipe et oh, je l'ai vu sur un autre média aussi à vendre son bilan à Paris. Je sais plus si c'était pas la presse espagnole. J'étais là en mode attends, tu veux vraiment qu'on revoie tes matchs là ou pas? Parce que quand il m'a sorti, non mais 80% de nos matchs étaient bons, je crois, il a eu une dinguerie comme ça, je fais non, non, c'était le contraire. 80% de tes matchs étaient horribles, c'était nul, c'était le pire PSG de l'histoire avant celui de l'année suivante. Et encore, je pense moi-même si le PSG de Galtier était pas moins mauvais, mais non, la Bah, il a au moins réécriture. une belle demi-saison, le PSG de Galtier. Ouais, bah celui de Pochettino aussi, il a une belle épopée européenne, tu vois, mais bon.
Oui, oui, mais voilà. Les Mais deux, en les fait, deux ont des c'est leur plaisir circonstances de l'Europe. atténuantes. Ils avaient des effectifs ingérables. Non, mais c'est vrai. On peut pas Je serais dire. Oui, magnanime oui, avec eux. ça on est d'accord. Ça, on est d'accord. Après, il faut quand même reconnaître à Pochettino qu'il a également été battu par un petit prince de la Ligue 1, à savoir Habib Bey, qui dans la même semaine a déclaré: mon salaire à l'OM, je l'ai bien mérité. Eh bien, écoute, Habib, nous aussi, on trouve que tu l'as bien mérité. 3 défaites en 7 matchs, bientôt en dehors des places de Ligue des Champions, éliminé en Coupe de France. On applaudit ton talent et on te souhaite de rester le plus longtemps possible là-bas. Sur Je ce, pense que Sidney Govou est un meilleur commentateur et il serait aussi un meilleur entraîneur. Donc, attention, Mathieu. c'est bien. Sydney, c'est la famille, on critique pas. D'ailleurs, je vous annonce que Sydney sera mercredi soir aux commentaires. Arne Slot tremble déjà dans sa chambre d'hôtel à Liverpool. Il sait que son cas est déjà réglé. Mais bon, on va finir sur ce PSG Toulouse, puisqu'il faut quand même qu'on parle du petit prince de Krasnodar qui nous a enchaîné 2 choses qu'on n'avait pas vu depuis que Lucas Chevalier est parti sur le banc de touche. Est-ce que Daryl veut faire un point Safonov parce que Bah oui, 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 non mais oui. faut savoir que le point Safonov il commence déjà pendant la trêve internationale où il prend un but ridicule du Nicaragua. Ouais, le Nicaragua. Attends, c'était Nicaragua ou je sais plus quel pays d'Amérique centrale ou latine comme ça, complètement crevé on va dire, où il prend une frappe plein axe, je sais pas ce qu'il fout, il bouge en même temps et ça lui passe sous le bras. C'est bon, mais il a fait mieux avec nous. Je te laisse nous décrire la sortie d'Aril sur les. Ah ouais, non, mais cette sortie, bah oui, c'est un dégagement de reste. Bon, situation qui paraît totalement anodine avec bah, un joueur, ça doit être Gbo, qui est à la course avec Zabarny. Bon, Safonov sort, on se dit ça va être maîtrisé, mais là, là patatras. Il estime bah, vraiment très 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 mal la trajectoire et là il y a une scène absolument grotesque avec le ballon qui lui rebondit au-dessus, lui qui se rate. Heureusement que Zabarny a été très alerte sur le coup Ouais, et qu'il la met en corner. Parce que bon, prendre un but sur ça, ça aurait été grotesque. Bon, malheureusement, on prend quand même le but sur le corner qui suit. Et alors là, bah, bon, il fait une nouvelle erreur où en fait il passe pas loin de se prendre un goal olympico et donc il fait l'erreur d'essayer de capter le ballon en étant bah, en sautant vers l'arrière, en étant un peu en déséquilibre, alors que bon, il aurait peut-être été plus judicieux de simplement la mettre au-dessus du but. ouais. Et bon bah derrière, bah, Sidibé réussit à la donner à Nicolas Hyssen qui conclut. Mais Juste, donc voilà, pardon? Sidibé est très malin sur le coup, je trouve. C'est Oui, ouais, il Safonov laisse le ballon en jeu. non, non, Enfin, Sidibé. il remet le ballon en vie, quoi. Ouais, Gvara est surpris que Safonov se loupe, mais je trouve que Sidibé est d'une réactivité qui. On voit que c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience quand même sur le coup. Il est vraiment Ouais, prêt à bondir, quoi. ouais, il est vraiment, ouais, exactement. Et bon, bah, il y a ce but un peu débile qu'on prend et qui fait tâche parce que c'est vraiment deux erreurs qui s'enchaînent où bah, le coupable est très évident et c'est Safonov et bon, le- le- la scène en fait, enfin l'image là du ballon qui lui passe au-dessus est vraiment Ah, grotesque et elle est ça fait un peu géniale. ressortir le spectre de Chevalier. Et puis il y a en plus, au-delà de ça, alors des erreurs un peu plus fréquentes, ça pour le coup, mais ces relances axiales là, ou qui sont souvent interceptées, sont un peu trop souvent interceptées. Bon, heureusement, pour l'instant, on l'a jamais payé, mais c'est quand même un petit souci chez lui. Donc ouais, pour Safonov, c'est un match un peu raté. Après, bon, je pense que ça remet aucunement en cause la hiérarchie actuelle, parce qu'il a quand même accumulé un certain crédit. Et puis, mine de rien, bah, même si on sait que voilà, c'est pas forcément l'assurance tout risque, euh, et qu'il y aura toujours un doute autour de lui, globalement, pour l'instant, dans les matchs Qui au compte. couteau, enfin dans les matchs où vraiment il était nécessaire d'avoir un gardien qui ne crevait pas l'équipe, bah, il s'est montré au niveau. J'en veux pour preuve justement sa rencontre avant la trêve contre Chelsea, où bah là pour le coup il fait 9 arrêts je crois, même si bon, la messe était dite, hein, mais voilà, on avait quand même grandement loué ses mérites sur cette rencontre. Donc voilà, je pense que Tiens, c'est en question. fait, c'est un match qui montre que, je pense,
il y aura une question à régler cet été, à mon avis, à ce poste. On peut pas continuer, à mon avis, avec ce même trio. Mais en tout cas, ça, au niveau de la hiérarchie actuelle, il y a rien à bouger, quoi. Ouais. Question, c'est une remarque qui est à la fois intéressante et qui déboule, qui tend vers la question. Est-ce que on nous dit, je pense qu'il ne nous a jamais fait perdre de points, ce qui est important. Vous voyez un match où Safonov nous a vraiment fait perdre des points, parce que bon, par exemple, la défaite à Marseille, Chevalier, on a du mal à dire que bon, elle est pas un peu pour lui quand même, quoi. J'avoue que j'ai pas d'image en tête où peut-être un peu PSG Newcastle où il est quand même pas très très bon, mais c'est vrai que c'est l'erreur. Il y en a plein des erreurs sur le but et je le mets pas forcément sur lui. Vous voyez un match, ouais, non, Daryl, un match où Non, ça. bah, il y a aucun match pour moi où vraiment Oui, il est un peu le coupable désigné, quoi. il y a l'an dernier contre le Bayern, évidemment, mais c'était quand même il y a 18 mois Oui, oui, tranquillement, voilà. moi, je parle de cette saison. Oui, oui, l'an dernier contre le Bayern, évidemment. Ah oui, voilà. C'est justement l'opportunité qu'il loupe et alors que justement le staff lui avait donné sa chance parce que Donnarumma ne donnait pas satisfaction. Mais cette saison, c'est plus justement qu'il s'est montré performant dans les matchs où on a eu besoin d'un gardien performant et décisif que l'inverse, quoi. Donc c'est pour ça que cet épisode-là, bon, il est malheureux, mais au moins, comme il n'y a pas de conséquences, on l'oubliera rapidement s'il continue justement à se montrer performant dans les matchs un peu plus disputés. Ouais, on nous dit est-ce que Chevalier nous a fait perdre des points? Alors, ouvrons le fichier Excel. Non, de tête, Sporting, Lille, Marseille. Il y a eu quoi d'autre encore où il a fait des dingueries? Je crois, je sais plus tous en tête. Strasbourg, tu dirais? Je sais pas si. De quoi? J'ai pas entendu Mathieu. Strasbourg, peut-être? Ouais, Strasbourg, ouais, t'as raison. Ouais, ouais, non, il fait n'importe. Le premier but pour Strasbourg avec l'espèce de roue sur place, là, merci quoi. On me dit Marseille x2. Bon, non, non, le trophée des champions, c'est dur, sachant que il fait quand Mais même on gagne le après. trophée des champions. Voilà, on le gagne et puis il fait quand même des arrêts pendant la séance de pénaux, quoi. Je suis d'accord qu'il est pas très bon sur le premier but de Marseille. Ah, Tottenham, on gagne, mais il nous avait fait des trucs aussi. Le, le corner avec le premier ou deuxième but de Colomani, je sais plus. Voilà, là, il avait fait des trucs. Tottenham, Super Coupe d'Europe, heureusement qu'il est bon au pénaux parce que pareil, il fait des trucs. Ah, c'est incroyable. Mais ouais, Lille, gêné par Beraldo, là, c'était incroyable cet arc aussi. On a rigolé cette saison dans les buts, hein, quand même. Ouais, bah Euh, après, je sais pas si c'est si drôle que ça, parce que non. effectivement, on a un problème. Et Oui, bah oui, le oui. problème du match de vendredi et de Safonov, c'est que ça permet pas de dissiper tous les doutes qui entourent malgré tout son ascension, qui reste par défaut, hein. À la base, il était prévu pour être numéro 2 cette saison, Mm. comme il était numéro 2 la saison dernière. Donc là, il profite du fait que son concurrent ait été pas assez performant pour justifier le fait qu'il garde son poste. Il a pris la place. Mais pour lui, c'est devoir prouver à tous les matchs, en fait, et se Mm. montrer impeccable systématiquement ou presque pour pouvoir espérer garder cette place de numéro 1 pour l'an prochain. Sinon, ça risque d'être assez compliqué. Moi, je vois bien un peu le scénario où si on maintient cette avance en championnat, Chevalier sera quand même relancé en fin de saison, je pense. Juste pour voir 2-3 matchs peut-être en championnat, si on arrive à faire le trou à sa lance d'ici là. Mm. Ça m'étonnerait pas qu'on revoie Ouais. Chevalier qui reste malgré tout comment dire, le pari du staff. Et bah, voilà, vraiment le moment où le joueur, en tout cas, qu'ils ont voulu sur le long terme à ce poste, possiblement qu'ils croyaient plus en son potentiel que celui de Safonov, sinon il aurait instauré numéro 1 directement. Donc ça m'étonnerait pas qu'on revoie un peu Chevalier, mais de toute façon, comme l'a dit Daryl, il y a forcément des décisions qui doivent être prises cet été, hein. Donc soit tu coupes vraiment le cordon avec Chevalier, tu essaies de retrouver un autre numéro 1, mais le marché est quand même assez limité. Euh, moi, je sens pas Safonov repartir pour une nouvelle saison en tant que vrai numéro 1 du PSG l'an prochain, à part si tu gagnes la Ligue des Champions, mais Ouais, ça, voilà. ouais, C'est ce que j'allais dire. c'est même pas une garantie. On l'a fait l'an dernier, donc Oui, c'est c'est pas impossible faux. qu'on rechange quand même de gardien. T'as été bon, et bah tu dégages quand même. T'auras pas ce que tu veux. Ouais, non mais c'est vrai, bon, Safonov pour l'instant pas génial sur ce match, mais on va voir la suite. Globalement, il est depuis qu'il a été excellent à Chelsea, bon, il a pas fait un match très très bon, donc c'est un peu gênant. Après bon, à Nice, il a rien dû à faire. Et en sélection contre le Nicaragua, ouais, il a quand même pris un but d'un mec. Là, je suis parti le chercher pendant que tu parlais, Daryl, qui joue en première division de. Attendez, j'ai perdu le pays. Mais pour vous dire à quel point
du Salvador. Voilà. Il a pris un but de l'arrière gauche d'une équipe du Salvador. Le Real Esteli. Alors, je sais même pas où c'est, hein, je vous le dis honnêtement. Ah non, ça, il est reparti au Nicaragua. Donc Esteli, c'est au Nicaragua, faut le savoir, hein, pour les fans de géographie. Mais bon, je peux vous dire, le but est absolument ridicule. Et ça fait un peu tâche. Alors, les relances directement sur l'adversaire, par contre, Ouais, ça, voilà. ça commence à se répéter un peu et ça, tu sais que c'est rédhibitoire, quoi. Donc, Ouais. Chevalier s'est beaucoup raté avec ses mains, on va dire, Ouais. moins au pied et je suis pas sûr que ça amuse beaucoup Luis Enrique. Ce qu'il a fait face à Chelsea, ce qu'il a fait encore vendredi au pied, là, tu sens que une grosse marge de progression et tu peux pas jouer gardien là, avec Luis Enrique si on voit des saucisses comme ça. Donnarumma, c'était pas ça. Donc, à un moment, tu peux pas te permettre de faire une fois ou deux fois par match, donner une occasion gratuite. C'est des relances complètement ratées. Tout à fait, j'allais en parler. Encore, tu vois, l'erreur de lecture sur sa sortie loin du but, j'ai envie de dire que depuis qu'il a pris la place, c'est l'exception, celle-là. Il a souvent été bon, honnêtement, quand il faut sortir loin de sa cage, même des fois loin de sa surface. Et d'ailleurs, à un moment, en deuxième mi-temps, il sort de nouveau très bien, ou même, je sais plus si c'est en deuxième mi-temps, ou aussi peut-être dans la foulée. Bref, il a souvent été plutôt pertinent à ce niveau-là. Là, il se rate complètement dans la lecture, et bon, bah, ça peut arriver, hein, tous les gardiens font des erreurs, hein. Mais par contre, les passes, comme tu dis, plein axe, où il rend le ballon littéralement à l'adversaire. Bon, là, il tire sur Donoum, donc c'était moins grave. Mais tu donnes un ballon comme ça à Mossala ou à Soboslai, j'aime autant dire que le problème, il est un peu différent quand même. Donc, il y a vraiment un point à améliorer et vite. Tant pis qu'il allonge un peu plus au pire, même si c'est vrai que s'il allonge mercredi soir sur Van Dijk et Konaté, ben on récupérera pas la balle, hein, faut faire semblant. Faut pas faire semblant, mais voilà, les soucis de relance à Chelsea, on les a beaucoup vus. Il a tiré une fois sur Joao Pedro et une fois sur Cole Palmer, je crois. Donc, vrai problème. Oui, Mathieu, tu voulais compléter. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre la même chose qu'il y a une petite dizaine d'années où on avait eu Areola Trapp sur la saison 2016-2017. Donc Ouais, Areola installé jusqu'à fin janvier, début février, grosso modo jusqu'à son erreur face à Monaco, le but de Bernardo Silva. À un moment, ça devient insoutenable. Il encaissait un but sur chaque coup cadré, donc on change, on met Trapp. Trapp finit la saison. Et l'année d'après, on repart sur le même duo de gardiens, mais on intervertit encore. Donc on repart cette fois avec Areola vraiment titulaire sur 2017-2018 parce que c'était voilà, le pari à long terme du club. Trapp était un peu c'était un numéro 2 qui était passé numéro 1 un peu par défaut à la base. En plus, c'était complètement raté au Camp Nou, évidemment. Et on repart sur Areola, mais pour un échec aussi sur la saison 2017-2018. Vous vous souvenez du but de Fekir notamment, le coup franc, etc. Enfin, il y en a eu d'autres. Et on repart et on va chercher Buffon en fin de saison. Donc, est-ce qu'on n'est pas un peu dans cette boucle-là avec l'ancien numéro 2 qui devient numéro 1 par défaut durant la saison, mais qui va repasser numéro 2 cet été pour laisser la place à une seconde chance du gardien à recruter la saison d'avant. Enfin, c'est un peu, je trouve qu'il y a des parallèles qui commencent à se créer. bah il y a un parallèle qui dit qu'on a on a pendant quoi 8 ans de QSI, on avait fait n'importe quoi. Jusqu'à trouver Navas. Après, on a refait n'importe quoi en mettant Navas et Donnarumma ensemble pendant 2 ans. Puis Donnarumma a vraiment réussi à s'installer pendant un long moment, à passer le cap de la Ligue des Champions. Et là, de nouveau, on se retrouve dans la situation où tu as deux bons. On va pas dire que c'est des mauvais gardiens, hein. Lucas Chevalier, il a quand même fait un peu des choses avant d'arriver à Paris. Mais tu as deux bons et t'as aucun très bon. Et oui, Mathieu, il y a un peu de ça, effectivement. Voilà. C'est à eux après de passer le cap et de devenir plus, quoi. Bon, on a vu que Chevalier c'était compliqué, mais je pense que comme tu l'as dit, il aura de nouveau des chances à l'avenir. Et comme enfin Luis Campos et Luis Enrique, quand ils sont interrogés sur le sujet, ils disent toujours il a signé 5 ans, il n'a pas signé un an en prêt, hein. Donc voilà. Bon, à suivre. Non, vu qu'on en est déjà à 1 heure sur PSG Toulouse, on va avancer un peu sur les perfs individuels. En défense, s'il y a un joueur dont vous voulez parler, Pacho, Hakimi, Hernandez, Zabarni. On va vite, messieurs. S'il y en a un qui veut parler, il parle. Sinon, on passe au milieu. Oui, Blaise. Non, rapidement Zabarni, parce que
Je trouve que dans l'adaptation défensivement et à la Ligue 1, il est de mieux en mieux. Il a plutôt bien su gérer un profil comme pardon, qui est C'est dur à très gérer. provocateur et ouais, c'est exactement très bon dribbleur et pas lent. Donc ça, sur cette partie-là, il y a de l'amélioration. Après, techniquement, il doit faire mieux. Il y a beaucoup de ballons rendus. Parfois, les contrôles un peu trop longs qui lui font perdre le quelques secondes d'avance, enfin microsecondes d'avance. Donc des progrès notables sur la partie défensive et ça c'est vraiment bien. Mais pour jouer dans cette équipe, évidemment qu'il faut mieux. Surtout, bah, il y a Pacho et lui dans la défense, donc il doit être un peu plus concentré et affiner un petit peu c'est ce qu'il fait balle au pied, mais plutôt positif et c'est bien. Il continue en Ligue 1 à pouvoir seconder Marquinhos et à donner du repos au capitaine. Marquinhos, qui d'ailleurs, je crois, n'a pas joué depuis 6 ou 7 journées en Ligue 1, quoi. Enfin, la stat, je l'ai vu passer, où je crois que c'est le mec de, comment il s'appelle, de Ligue 1 Plus qui l'a donné, mais il joue presque plus en Ligue 1, Marquis, quoi. Donc c'est enfin, je vais pas dire que c'est impressionnant, mais en tout cas, c'est assez notable qu'il est vraiment préservé. Et cette saison, on fait très très attention avec lui en termes de temps de jeu. Euh, pour aller vite, Il a joué durant la trêve d'ailleurs, Marquinhos, ou pas? Parce que ouais, il a ça joué fait un un peu match. long. Oui, oui, il a pas joué le Ouais, il a joué le match premier. complet D'accord, ok. Il contre a pas joué. le deuxième. Ouais, contre la Croatie. Il a joué contre nos amis croates. Euh, Hernandez commence bien comme d'habitude, j'ai envie de dire, depuis quelques mois. Donc solide, pas de bêtises, appliqué. Mais pas de chaud. Le mec, il a joué mardi soir à Amsterdam, un match amical quand même assez intense, hein. Il y a quand même Dumfries qui a réussi à se prendre un rouge au bout d'un quart d'heure. Et là, il est encore monstrueux, quoi. Pacho, la méforme, bon. Je pense que ça y est, c'est bon. On peut dire qu'elle est derrière lui quand même. Non, vraiment, qu'est-ce qu'il est fort. Emerson, qui est quand même, qui a montré des choses hein, en Ligue 1 cette saison, le petit Emerson, enfin le petit, il est pas petit d'ailleurs, mais qui a montré qu'il avait quand même un petit talent, mais il lui a rien laissé quoi. Il lui a vraiment, mais encore une fois, rien laissé quand il passe, quand il s'enroule autour de lui, qu'il passe les jambes, il lui met la pression en même temps avec le reste du corps, il est incroyable. Vraiment, j'ai hâte de le voir mercredi soir face à Ekitike et tout ça pour voir un peu du beau duel entre deux joueurs qui sont quand même plutôt en forme. Donc vraiment top. Blaise Daryl Mathieu, vous voulez rajouter un truc sur Hakimi qui a joué son 200e match ou on passe au milieu de terrain? Bon, on a évoqué Beraldo, mais est-ce que vous voulez évoquer rapidement le match de Wawa ou de Doué au milieu, comme vous voulez, même si je crois que c'est toi, Daryl, qui as déjà parlé un peu de Doué. Vas-y, tu veux évoquer un des deux ou Hakimi comme... On t'écoute. Oui, bah, je vais parler vite fait de Warren, mais très rapidement, parce que en soi, c'est un match finalement qui est assez similaire au type de performance auquel il nous a habitués cette saison, c'est-à-dire avec une puissance dégagée absolument folle. Peut-être que là, ça a été un peu plus impressionnant que d'habitude, parce qu'il y a eu vraiment un nombre de duels gagnés très impressionnant, et puis des actions en fait qui sont assez marquantes. Je pense notamment en deuxième mi-temps, là, je sais plus avec qui il est au duel, mais côté gauche, là, où c'est un peu le seul encore en mouvement sur le terrain et il s'arrache. Alors bon, au final, je crois que ça donne touche pour Toulouse, mais c'est assez symbolique quand même de la débauche d'énergie et de la générosité de ce joueur et de sa puissance. Donc c'est vraiment une arme d'exception au niveau dans tout ce qui est duel, contre-pressing et en fait capacité à, à être sur le dos de ses adversaires de façon constante. Voilà, c'est encore une belle prestation défensive de sa part. Et offensivement, il y a pas grand chose à noter. Il reste un petit peu plus effacé que ses partenaires. Il n'y a pas de grands moments balle au pied. Peut-être, ouais, il y a un renversement sympathique qu'on le voit assez rarement tenter d'ailleurs, mais sur Hakimi là, parce il a quand même un jeu long qui est assez fiable, mais dont il use trop peu à mon goût. Donc il faut peut-être qu'il se libère encore un petit peu plus à ce niveau-là, mais bon, voilà, ça reste encore un bon match de Warren. Et donc, voilà, c'est un joueur qui est sur une très bonne saison, un gros rebond, comme on l'a beaucoup évoqué, et qui continue sur cette lignée-là. Ouais. Blaise, tu veux rajouter quelque chose?
Ouais, non, oui, sur Warren aussi, rapidement. Après, Daryl l'a évoqué, mais même, je trouve que balle au pied, il y a vraiment des choses très satisfaisantes. Et justement, il faut, pour Warren, pour voir l'évolution, on le voit, c'est un joueur qui a ce double aspect où il est capable de gagner beaucoup de duels en 1 contre 1, de couvrir les autres. Mais avec le ballon, il est pas mal habile. Son jeu de passe, il est plutôt intéressant quand il arrive à se lâcher. Donc, ouais, non, moi, je trouve que même c'est plus qu'un simple bon match. Très honnêtement, Dembélé, ben, il met le doublé, il y a le caractère décisif, mais ouais, dans les hommes du match, je trouve qu'il se place bien. Très bien. C'est une personne sur laquelle il disait pareil, vu du stade, c'était le meilleur parisien. L'impression dans les duels, l'impression physique de domination était assez folle, hein. Honnêtement, même à la télé, il y a des moments où tu voyais, mais c'était un bulldozer, quoi. Il éclate les mecs littéralement à l'impact. Je sais pas, c'est pas Gbo, je crois à un moment il prend Gbo, pareil comme ça au duel, il arrive à placer ses appuis, bah le pauvre. Et pourtant Gbo c'est vraiment un super joueur. Moi c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup, mais il le fait exploser littéralement quoi. Enfin, il est incroyable à ce niveau-là. Donc j'ai hâte de le voir mercredi soir contre une équipe anglaise où pareil, il y a quand même des monstres athlétiquement sur le terrain. Ça va envoyer quoi. Bon, c'est sûr, c'est pas Florian Wirtz qui est un monstre athlétique vu déjà sa saison, mais même en général. Mais il y a quand même des gros moteurs hein, à Liverpool. Faut pas croire, hein. C'est une équipe qui galope, qui est capable de mettre de l'intensité et tout, donc ça peut être sympa. Blaise Daryl Mathieu, est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot? Je pense qu'on a fait le tour au milieu. Peut-être un mot sur Doué en relayeur, en vitesse, ou on n'a pas grand-chose à en dire finalement. Oui, non. Bon, moi, juste, je trouve que son Bah, investissement, ouais, l'investissement défensif de ah non, Désiré Doué très bien, voilà, ouais. Ouais, voilà. Avec le c'est ça. ballon, plus douteux, mais défensivement très très bien. Je pense que en tant que je crois qu'il a pas fait 3 bons matchs à Paris en relayeur, mais en revanche, dans l'investissement défensif, c'est probablement son match le plus abouti. Après, je sais, en fait, limite, ce qui m'intéresse le plus dans le match de Désiré Doué, c'est pourquoi il a pas joué ailier droit, mais plutôt relayeur gauche et ailier droit. Je suis un peu perplexe, sachant que tu joues contre Liverpool quelques jours après. Bon, un petit peu étrange, je trouve, de faire ce choix-là, quoi, en fait. Donc, Peut-être qu'il aura un rôle plus axial. Pas forcément le rôle bah de ouais. milieu, mais peut-être que et Dembélé a fini à droite. Donc, il y a peut-être des choses qui seront faites. Mm. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, je me suis interrogé sur pourquoi, sur ce début de match, tu as cette inversion de position qui semblait pourtant pas du tout naturelle, quoi. Bon, à voir. On nous dit Lee n'a aucune présence physique pour être dans le double pivot. Ouais, peut-être le fait d'éviter d'avoir Lee et Beraldo ensemble au milieu de terrain, je sais pas. Parce que bon, t'as quand même Warren pour compléter, donc voilà. Est-ce que, bon, peut-être un mot quand même sur Ousmane Dembélé pour finir, ou sur Kvara, et puis après on passe à PSG Liverpool. Est-ce qu'il y en a un qui veut évoquer les rencontres de nos deux joueurs offensifs? Ou de Lee, mais bon, Lee, oui, Blaise, vas-y, je t'en prie. Ouais, parce que Dembélé, on a bien vanté ce qu'il est capable de faire et Mekvara et je crois que c'est toi, tu l'as dit d'emblée par rapport à l'investissement lui aussi qu'il a pu avoir. Ouais, mais très bien Kvara. Il y a pas de statistiques, il y a pas de but ou de passe décisive, mais par rapport à beaucoup de Il y a prestations une qu'il passe a D. pu avoir. Ah oui, oui, pardon. Oui, oui, il y a une passe D, pardon. Ouais. Mais par rapport à beaucoup de matchs où il a pu, enfin, qu'il a pu faire en Ligue 1, je trouve que là, il a vraiment été investi offensivement, défensivement. Il a aidé son partenaire à gauche qui, en plus, lui avait ce rôle un peu plus reculé. Mais ouais, du bon Vara, je trouve qu'il est bien dans les tentatives de dribble qu'il a. Il prend des initiatives, il se déporte très naturellement. On l'a vu participer plusieurs fois en première mi-temps en allant de gauche à droite, en s'ensérant et en étant une option pour ses partenaires. Donc, ouais, quand il est comme ça, évidemment que c'est un très grand joueur. Et dans cette équipe-là, en plus avec l'absence de Bradley Barcola, qui lui s'était totalement imposé sur le côté gauche, ou en tous les cas qui avait beaucoup plus joué que lui ces derniers temps, je trouve que c'est bien de le revoir et de le voir à son poste préférentiel être impactant. Et avec ce qu'il a fait dernièrement en Ligue des Champions, lui aussi sa trêve internationale où il a marqué 2 buts, je pense que ouais, il est dans un bon moment et il nous le rend bien.
Ouais, juste sur Vara, moi, limite, les deux actions que j'ai préférées, c'est les deux incursions côté droit en deuxième mi-temps. Ouais, c'est ça, c'est seconde période. Quand Lee arrive à le trouver, et je trouve qu'on voit que ça lui a fait peut-être un peu de bien de jouer à droite aussi cette saison. Oui, Mathieu? Bah, il y a des premières touches d'immense qualité hein, Ouais, sur ces actions. La deuxième notamment, ça m'a rappelé Gourcuff au parc. Enfin, Gourcuff au PSG plutôt. C'était ouais, je vois. Bordeaux. Oui, c'était en janvier 2009 par là où on s'est fait Mm. désosser à Chaban. Mais non, non, Et même ouais. la Ça prise des première où balles il un pique, peu. hein. Même la première où il pique, Mm. c'est très grande qualité, hein. Hmm. Oui, Mathieu, je sais pas si tu voulais Non, non, rajouter. c'était Ah, ça. d'accord, La ok. prise Ouais, de non, mais balle comme ça, dos au jeu et un peu en roulette comme ça pour se mettre face au but. Hmm. C'était vraiment techniquement très très fin. Ouais. Ah, tiens, on dit sur le live, ça parle de pourquoi Dro a pas joué. Bah déjà parce que je pense que l'entraîneur voulait relancer Vitinha et Neves dans l'équipe. Je dis bien dans l'équipe, hein, c'est pas enfin, Coco Neves a pratiquement pas joué. Il a joué 45 minutes de la trêve et le deuxième match, il a pas joué avec le Portugal. Et je pense qu'il voulait leur redonner des repères avec le PSG. Et on avait fait les trois temps de changement. Limite, le changement le plus étrange, c'est celui Lee Neves. On a l'impression qu'il n'est pas du tout concerté. Il tombe d'un coup. Et le problème, c'est qu'on a fait 4 changements, mais on a fait 3 temps de changement. Tu as droit à 3 temps de changement, donc c'était fini. Il s'énerve contre Lee juste avant la Ouais, figure. je crois que Donc c'est Lee parce se que fait sortir. En fait, à ce moment-là, je me suis demandé si Lee s'était pas blessé. Mais il était à l'entraînement tout à l'heure, donc il doit pas être blessé. Je pense qu'il s'énerve parce qu'en fait, il est en retard sur le pressing et ça permet au central gauche de Toulouse de lancer une vraie action. Voilà. Et oui, Dro a beaucoup joué en sélection espagnole U17 ou U18, je sais plus. Donc voilà, peut-être aussi. Mais c'est vrai que par exemple, Mbaye, on se demandait est-ce qu'il allait titulaire, est-ce qu'il allait jouer tout ça, boum, 0 minute quoi. Gonzalo Ramos rentré 86e ou un truc du genre, quoi. Après, c'est vrai que le score est longtemps resté à 2-1. Le milieu était assez flantant, donc je pense qu'il n'a pas non plus voulu tenter le diable. Et il n'était pas là pour donner des minutes facilement. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce PSG Toulouse ou on passe à la suite? Daryl, Blaise, Mathieu. Oui, Daz. Pardon, Daryl, vas-y. Ouais. Oui, C'est bah, pareil. juste un petit mot rapide sur Dembélé, mais pas forcément pour parler de sa performance, parce que de toute façon, on en a déjà suffisamment discuté, hein. Voilà, un match de grande qualité avec un but d'exception. Mais quand même, point important à noter, c'est les 90 minutes qu'il a joué. Mm. Parce que c'est la première fois de la saison en Ligue 1. Ah oui, c'est vrai que c'est C'est, la première fois. Ah Et... oui, oui, bah là, je viens juste de me mettre Transfermarkt sous les yeux. Ah ouais, quand même. Et c'est le seul match de Ligue 1 où il a disputé 90 minutes cette saison. Ouais. Donc on parlait en début de podcast aussi de ce mode sprint final et on voit que même voilà dans la gestion des joueurs, ça rentre aussi en compte dans les choix du coup de Luis Enrique. Effectivement. Et sur live, on me dit qu'est-ce qui se passe avec Mbaye? Bah, Mbaye, il est revenu de la CAN, il a fait deux matchs absolument dégueulasses. Et s'il a pas de minutes, c'est que l'attitude doit pas être là, quoi. Il a pas besoin d'aller chercher bien loin en général avec Luis Enrique, quoi. Voilà. Il était bien avant de passer à la CAN. Il est revenu, ça a été beaucoup plus compliqué. Et là, il est dans le creux que chez nous. Donc voilà, quoi. Bon. Après, ça parle quand même beaucoup d'un départ l'été prochain. On va pas faire semblant. Voilà. Voilà, voilà. On va passer à la suite. Le temps que Daryl, Blaise et Mathieu se disent qu'on accueille les amis de la Mersey, les Red Mersey, comme disait un jeu vidéo de l'époque. Je voudrais remercier les subbers. Merci à Ongara, merci à Aurel PJ75, merci à Shield Body qui nous demandait un mot sur la hate madrilène. On s'est déjà moqué un peu des madrilènes et de leur formidable staff médical, donc on va s'arrêter là. On va éviter de s'attirer l'œil, je vais dire. On va dire ça comme ça. PSG Liverpool, donc mercredi soir, quart de finale à la Ligue des Champions, redite du huitième de finale de l'an passé, puisque ça avait été le 5 mars 2025. Messieurs, alors, comment est-ce qu'on commence? Est-ce que vous voulez qu'on fasse la compo du PSG en vitesse? Dans les buts, oui Blaise. Gros doute Non, ou je pas pensais gros que tu doute? allais. Non, mais si on commence par le PSG, il n'y a pas de souci. Je pensais Allez. qu'on allait commencer par la performance de Liverpool, Non, mais oui, non, pour le PSG. on- on va parler de la Liverpool après, on commence par le PSG. Vas-y, donc, Safonov dans les buts, vous êtes tous d'accord ou... Oui, évidemment. Oui, oui, oui. Ah, parce que j'ai vu des articles, est-ce que la hiérarchie va changer? Bah non,
pourquoi elle changerait? C'est-à-dire que Luis Enrique, il est encore vénère de ce qui s'est passé au Sporting, je crois. Il a fait jouer Safonov contre Newcastle alors que l'autre avait encore à moitié le bras dans le plâtre. Donc non, je crois que Chevalier va pas rejouer tout de suite. Voilà. On nous dit déjà on a un arbitre espagnol, ce qui est dingue vu qu'on pourrait jouer le Real en demi. Après, attention, c'est un quart de finale aller, c'est pas un retour. Et en général, l'UEFA assure plus sur les retours que sur les allées. Et encore, quoique. Vous avez vu qu'ils ont mis, je crois qu'ils ont mis Kovacs sur Real Ouais, Bayern, qui est un peu c'est- l'arbitre ouais, numéro 1 en très ce bien. moment, quoi. Voilà. Voilà. Un arbitre honnête face au Real. Voilà, méfie-toi. Il y en a, tu sais, 90 minutes, c'est long au Bernabeu. Et des fois, il y a des comptes en banque, il y a des comptes en banque qui grossissent au Bernabeu aussi, on sait pas. Ah, ah, ouais. Ouais. Il y a des fois, tu vas même chercher des fautes 3 minutes avant le but, histoire d'être sûr que bon, bref, c'est d'autres problèmes, c'est de mauvais souvenirs. Donc Safonov, derrière, bon, je crois qu'il n'y a pas trop de doute, hein. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Milieu de terrain, Vitinha, Neves, Warren. La question, Warren et Neves, qui à gauche, qui à droite, à votre avis, messieurs? Ça, c'est une vraie Je question. dirais Warren à droite. Ouais, moi je pense que ce serait Warren à droite et Neves à gauche. D'accord. Vous partagez, donc ça serait comme contre Chelsea, quoi. Ouais. Mais il y a peut-être dans cette question-là, et on l'a vu contre Chelsea, à voir s'il y aurait des choix de marquage individuel qui seraient faits. Auquel cas, je sais pas si par exemple un Wirtz serait visé, peut-être j'aurais Neves côté droit, parce que c'est plus la zone d'influence de Florian Wirtz. Oui, c'est vrai, c'est une question. Et au fait, je vous ai dit n'importe quoi. Kovacs, il est sur Barça Atlético justement, puisque je suis parti lire mes blogs d'arbitres et ils disaient ah ouais, pour éviter que l'Atlético fasse leur truquerie habituelle, ils ont mis Kovacs qui se laisse pas marcher sur les pieds. Voilà, je suis désolé. On nous dit oui sur live, moi je veux bien une individuelle sur Szoboszlai et Neves. Szoboszlai jouerait plutôt côté Là, droit. c'est compliqué. Ouais, Ah bah c'est si, côté si droit, c'est le cas, auquel cas, si c'est sur voire 10. Szoboszlai, là, il n'y a pas de souci. Ouais, on serait avec Warren à droite et j'aurais Neves côté gauche. Là, il n'y aurait pas de souci Oui. ou d'interrogation. Mais effectivement, Szoboszlai occupe plus le côté droit du terrain. Ouais. Après, bon, est-ce qu'il va pas carrément le faire jouer arrière droit vu les performances de Joe Gomez ce week-end? Je ne pense pas vu l'état du milieu de terrain de Liverpool aussi, mais Non, c'est pas je, impossible, hein. Qui tente un Curtis Jones et pour mettre Szoboszlai, enfin Curtis Jones au milieu du coup, et pour mettre Szoboszlai à droite, bon, que ce soit Gomez ou Frimpong, bon, dans les deux cas, c'est problématique. ouais. On nous dit Enrique ne va-t-il pas simplement reprendre le plan de jeu l'an dernier? Ah bah non, il peut pas parce que Liverpool a beaucoup changé en fait, tout simplement. L'an dernier, Liverpool se présente au Parc des Princes. Bah, c'est pas Ekitike qui est devant, c'est Diogo Jota, le regretté. À gauche de mémoire, c'était Luis Diaz qui n'est plus là. Donc tu peux pas jouer de la même façon. Oui, et puis Robertson aussi, enfin, oui, Voilà, non, non, c'était Robertson et l'équipe a changé. Alexander-Arnold sur les côtés. Voilà. Donc non, non. Est-ce qu'ils vont remettre le bus? Mais je pense que l'année dernière, ils n'ont pas spécialement voulu mettre le bus, hein. Ils se sont retrouvés dans les cordes pendant 80 minutes à se faire tabasser par le PSG. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Donc, à voir. Au milieu, donc on est à peu près d'accord. Mathieu, un avis sur ce débat gauche-droite, Warren, Neves, ou globalement ça changera en cours de route et c'est pas besoin de se prendre la tête? Avec le ballon, ça va forcément changer, j'imagine. Mais oui, défensivement, il faudra voir quel est le plan. Vous avez émis les hypothèses. Donc on verra mercredi. Devant, que fait-on? Bon, je pense que Dembélé. Alors donc, Barcola donc ne sera pas là. Restent les autres, à savoir Gvara, Dembélé, Doué, Lee, Ramos, sait-on jamais. On va inventer un faux suspense, je pense. Non, voilà. Sur la live, on me dit Gvara, Dembélé, Doué, faut pas réinventer la roue. Vous êtes de cet avis? Bah oui. Très bien. Moi, je vous écoute, hein. Je suis là pour vous tendre le micro, hein. Je suis Pascal Pro, Ou hein. non. Non, mais là, il n'y a pas. Là, oui, il n'y a pas le moindre doute. Je pense que enfin, c'est l'attaque titulaire quand même de l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions l'an dernier. En fait, perso, j'ai un léger doute sur Désiré Doué. Le fait qu'il joue comme ça,
pas à droite, alors que sur un match de reprise, comment dirais-je, de repère, bon, il a fini à droite, hein. Mais je trouve l'utilisation de Désiré Doué par Luis Enrique un peu particulière, un peu bizarre. Je trouve qu'il lui donne pas de continuité dans ses postes. Vraiment, je suis un Mais peu. c'est pour ça que, excuse-moi. Vas-y, ouais, je t'en prie. Ouais. Ouais, non, non, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais peut-être l'option à ce qu'il commence, ou en tout cas qu'il joue un bout de cette partie dans une position plus axiale, parce que dans ce que Fabien Ruiz, en quoi en tous les cas il manque, je trouve que lui, il a cette faculté à connecter avec Guevara et peut-être à lui offrir des conditions plus favorables au moment d'aller défier le latéral droit. Donc, je trouve qu'il a une bonne mobilité qui lui permet d'être un bon relais. Et actuellement, quand on voit les difficultés qu'il rencontre à droite quand il est positionné, Mm. bah, ça peut être une option. Donc moi, je pense que la position axiale, il y avait des circonstances peut-être, mais peut-être que dans la question de l'utilisation à droite, il y a peut-être entre guillemets un faux suspense et peut-être une volonté de le mettre plus axial et d'offrir surtout, bah, pour moi, hein, j'ai pas envie de le cacher. On a vu contre Robertson. Moi, j'ai envie de voir Dembélé contre Kerkez. Je, je, je pense que Dembélé, il est plutôt en forme. Il a pas forcément montré des grandes capacités à enchaîner les dribbles, mais c'est lui qui a fini le match quand Ramos est rentré et il est passé à droite. Donc, je me dis qu'en tous les cas, ça va être des moments qui vont exister dans le match. Mais au coup d'envoi, ça peut peut-être être une option pour rapidement mettre de la difficulté dans les défenses de Liverpool. Ouais. En fait, je trouve que Doué, depuis quelques mois, manque beaucoup de vitesse pour jouer sur un côté. Je reconnais pas le. Je trouve qu'il a. Je sais pas s'il a pris du poids, de la masse ou autre, mais je trouve qu'il manque un peu d'explosivité pour jouer sur un côté. Un peu comme quand il est débarqué au PSG. Je sais pas si vous vous rappelez, on le trouvait un peu lourdeau. Il avait pas d'explosivité, il y avait pas d'étincelle en fait sur les deux trois premiers appuis. Il a toujours sa puissance et tout une fois qu'il est lancé, mais je trouve qu'il a un peu de mal à déséquilibrer. C'est pour ça que je serais pas surpris qu'effectivement il y a un poste un peu inhabituel pour lui. J'ai du mal à croire qu'il sera pas titulaire, hein. Mais un petit twist. Voilà. Je sais pas comment Lucien Enrique va faire sa chose. Ce que tu évoques effectivement avec peut-être Dembouz à droite et lui. Bon voilà. Est-ce qu'il va se transformer en Adama Traoré? Non mais je dis, il faut qu'on organise le duel Adama Traoré contre Warren Zaïre-Emery, chacun dans un couloir avec un ballon au milieu et ils se poussent épaule contre épaule. Ça, c'est du spectacle. Ligue 1+, faut qu'ils nous diffusent ça par exemple. Mais pour revenir sur Désiré Doué, euh, et la question de la motivation, pour moi, elle se pose pas. Quart de finale Ligue des Champions, ils veulent frapper un grand coup, y a pas de problème. Mais c'est plus la question de qu'est-ce qu'il est en mesure de proposer dans son football aujourd'hui, dans son jeu, qui m'interpelle. Après, il y a des personnes qui évoquent, et je comprends qu'on puisse le faire, le fait que Nuno Mendes joue ailier gauche et Kvara à droite, ce qui passerait donc Hernandez en centrale gauche. J'avoue que j'ai un peu plus de mal à y croire, au moins au coup d'envoi. En cours de route, peut-être. Mais au coup d'envoi, j'ai un petit peu de mal à imaginer ça. Donc, à moins qu'il y ait un absent au milieu, donc tu te retrouves à faire jouer Doué au milieu à la place de Neves ou Warren, donc voilà. Mais j'avoue que j'ai sur le 11 de départ, si j'ai un doute, ça serait Doué, quel poste, et si c'est pas lui, comme on dit sur. En fait, c'est plus, je le mets plus par défaut que par réelle conviction, quoi. Donc voilà. Oui, Blaise. Non, mais t'as répondu parce que j'allais te poser la question. Bah, tu sors doué, mais quelles Tu sont mets les qui, options? voilà. Et voilà. Et au final, tu l'as dit en parlant de par défaut. Moi, je pense qu'il y a un peu plus que ça. Mais en tous les cas, oui, je vois pas un autre joueur pouvoir entrer dans le 11 Ah. sur ce cas. Allez. Eh ben écoute, la réponse est peut-être sortie sur live. Est-ce que il tentera pas, je ne sais pas, Mayulu en faux neuf? Après Mayulu, le problème c'est qu'il revient de blessure. Oh, Si- oui, voilà, voilà. c'est ça. Mais en vrai, il l'aime beaucoup, hein. Le nombre de fois que j'ai TP la news, les compositions officielles, virgule, Mayulu titulaire cette saison, le nombre de fois où Mayulu s'est retrouvé titulaire que personne n'avait vu venir. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en match éliminatoire, c'est plutôt rare que Luis Enrique fasse des surprises. Et Mayulu est une très Et très belle il cartouche prendrait aussi. la place numériquement de qui, Philo, Bah Maillot? de Doué justement. Mayulu qui joue Ah, de dans Doué, tu mettrais Doué. En fait, je mettrais. Je pense honnêtement que Doué sera titulaire. Mais si je devais trouver un truc qu'on n'a pas vu venir, ça serait peut-être effectivement Mayulu en fausse pointe et Dembélé plutôt à droite.
Voilà. Mais en fait, c'est juste que vraiment, je trouve que Doué ailier droit, il y a un truc en ce moment, ça clique pas. Je dis bien en ce moment parce qu'il a des références. Enfin, il a fait une finale de Ligue des Champions légendaire à ce poste, donc évidemment qu'il a des références. Mais il y a, je sais pas, je trouve qu'il habite mal le poste, il l'interprète pas très bien, il manque de dynamisme un petit peu, tout ça. Donc je suis pas emballé par ça. Voilà, c'est tout. C'est uniquement ça. Mais comme je vous dis, je pense que Doué sera titulaire. On dit il va tellement sortir une masterclass. Je souhaite, mais plus que tout ça, évidemment. Je préfère avoir tort et que Doué soit excellent plutôt que le contraire. Hein. Vraiment, je suis pas de ce genre de personne. Oui, Blaise, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, je t'écoutais, Ah, d'accord. j'ai pas fait le Bon, micro. il faut passer à l'équipe d'en face. Donc, Arnaud Slot, qui vient avec son meilleur bulletin de stagiaire. Il est là pour sa petite observation. Liverpool a pas mal d'absents. Bon, le plus important évidemment des absents se nomme évidemment Alisson Becker. Je sais pas si vous connaissez ce gardien de but brésilien. Pas mal ma foi. Pas un mauvais joueur. Surtout quand il vient jouer au Parc des Princes. Donc, C'est leur seul absent d'envergure en réalité. bah, il y a quand même Alexander Isak qui est le joueur le plus cher de leur histoire. Oui, non, mais ok, bien sûr, mais Isaac, ça fait des mois, il serait peut-être le présent sur le banc, mais Voilà, il a pour l'instant pas vraiment commencé sa carrière à Liverpool, quoi. je suis C'est pour d'accord. ça que je le compte pas vraiment. C'est un peu comme quand nous, Colomboigny était absent, tu vois. Bon, on a payé 90 millions, mais bon, on sait pas trop à quoi il sert. Eux, pour l'instant, ils font encore des compiles de Alexander Isaac avec le maillot du Newcastle. Bon, c'est Voilà. pas. Voilà. Et en plus, c'est pas sûr qu'il sera dans le groupe. Ce week-end, tout le monde s'attendait à le voir sur le banc de touche contre City, et il n'était même pas sur le banc de touche. Il a repris l'entraînement depuis 3 jours et il a été absent 4 mois, 5 mois. Il s'était cassé la jambe, c'est ça, de mémoire, Isaac. Et grosse Ouais, blessure. c'est ça. Ouais, sale Contre blessure. Tottenham. Ouais. Voyons Tottenham, sacré palmarès cette saison. On a cassé la jambe d'Alexander Isaac. Donc, Alisson Becker ne sera pas là, ce sera son remplaçant Mamardashvili, ancien gardien de Valence, qui a été transféré l'été dernier, qui signe des débuts moyens, qui est censé devenir à moyen terme le remplaçant d'Alisson Becker. J'ai envie de dire que le plan se passe pas tout à fait comme prévu, parce qu'il a pris beaucoup de buts, Mamardashvili. Je crois il y a une stat sur le nombre de défaites qu'il a qui est assez effarante, mais bon. Toujours est-il que ce sera lui le titulaire, puisque Alisson ne reviendra pas ni pour le match retour. En défense, bon, il y a un seul point, c'est à peu près certain, c'est la charnière Konaté-Van Dijk. Donc Van Dijk axe gauche, Konaté axe droit. À gauche, messieurs, Robertson, Kerkez, plutôt Kerkez qui a pris le poste cette saison. Kerkez. Donc Ouais, il a pris le poste. voilà, donc Andy Robertson, bon bah il est un peu cramos, hein, faut dire les choses. Et il s'est fait prendre le poste par le Hongrois arrivé de Bournemouth. Faut savoir que Bournemouth l'été dernier a vendu 3 défenseurs centraux, 3 défenseurs. Kerkez à Liverpool, c'est un carnage. Wissem au Real Madrid, c'est pas beaucoup mieux. Et notre bon vieux Zabarni au PSG. Bon, on a eu plus d'articles sur la relation avec Safonov que de bons matchs de sa part. Donc, c'est pas le club où tu vas forcément acheter un joueur sûr de toi. Quoique Semenyo est excellent depuis à City. Mais bon, en tout cas, les retrouvailles entre Zabarni et Kerkez qui sont à peu près autant en difficulté l'un que l'autre dans leur club, si ce n'est qu'il y en a un qui est titulaire. On nous demande, ils ont qui au milieu de terrain les Reds? Bah, les mêmes que l'an dernier, sauf qu'ils sont moins en forme. Donc ça sera Gravenberch et McAllister devant la défense et normalement un cran plus haut en 10, Szoboszlai. Même si Szoboszlai a joué parfois arrière droit. Mais revenons à la défense. Donc à droite, il y a une vraie interrogation côté Liverpool. Ce ne sera pas Alexander Arnold, puisque comme vous le savez, il a signé au Real Madrid qui a payé 10 millions d'euros pour qu'il joue 2 bouts de match à la Coupe du Monde des clubs. Ce sera soit Joe Gomez, qui avait joué il y a 8 ans au poste d'arrière droit contre Neymar un soir de novembre 2018 et fait probablement toujours des cauchemars du Brésilien, soit Frimpong, l'ancien piston droit du Bayer Leverkusen qui a pas été blessé trop gravement en sélection finalement et qui a joué la dernière demi-heure à City ce week-end. Petit spécialiste Première Ligue, Daryl, on t'écoute. Ouais, moi je pense que ce sera Frimpong. Enfin, c'est plutôt lui qui est utilisé, en tout cas sur les gros matchs. Enfin, il est plutôt le titulaire. Après, bon, en fait, il l'utilise soit en latéral, soit en ailier, en remplacement de Salah. Mais bon, je pense que ce sera Frimpong, parce que c'est l'option. Enfin, à moins que Slot vienne avec vraiment un plan défensif, mais ça a pas trop l'air quand même d'être dans les préceptes de l'entraîneur.
Donc je les vois venir tenter de réaliser quelque chose au parc et donc plutôt aligner Frimpong. Très bien. Je rappelle à tous que euh, les buts à l'extérieur ne comptent plus double en cas d'égalité. C'est quoi le règlement, dirait Christophe Galtier? Bah écoutez, ça ne compte plus Et donc. Oui, Mathieu. vous ne voyez pas Arne Slot venir avec un plan plus conservateur et défensif, surtout quand on parle d'une équipe qui est un peu en manque de confiance. On sait le respect qu'a Arne Slot pour le PSG. Le respect, Mathieu. Et on va le dire comme ça. Et d'ailleurs, il va pouvoir revenir au parc sans payer sa place cette fois, donc il doit être content. Mais globalement, non, venir avec un plan peut-être plus conservateur et jouer le retour à Anfield où bah, forcément ils auront le public qui poussera et si possible avec voilà éviter ce qui s'est passé pour Chelsea en fait de jouer un match retour avec un écart trop important. Moi, je sentirais bien Liverpool venir avec un plan de jeu. Bloc bas, on serre les dents et on essaie de jouer les situations quand elles se présentent. Daryl, Ouais, moi, c'est ce ouais, que, Blaise, vas-y. ouais, moi, c'est ce que je pense. Je pense que il a vu la saison dernière que au Parc des Princes, il peut y avoir des temps faibles très longs et que cette équipe-là, je pense que nous, on peut le dire, on est meilleur qu'à ce moment-là, à voir si le physique et la réussite et le réalisme suivront. Et eux, ils sont en tous les cas moins bons que la saison dernière. Donc, l'écart potentiel entre les deux équipes, il s'est interverti et peut-être agrandi au moment de faire le rapport de force. Donc, moi, j'ai aussi un sentiment dans lequel il viendra avec cette confrontation aller-retour, deux plans assez différents et une volonté sur ce match-là de ne pas concéder autant que la saison dernière et parce que bah, il a envie d'avoir toutes ses chances au moment de jouer le match retour dans une semaine. Moi, je ne le vois pas Mais du tout venir avec Frimpong et Salah sur un côté où tu auras Nuno Mendes et Kvaratskhelia. Ouais, Je pense que ce serait le mismatch est trop évident. Et pour moi, c'est Gomez à arrière droit. Et honnêtement, si je devais parier, je pourrais peut-être même dire Frimpong ailier droit. Frimpong est lié à la place de Salah? Ouais. ouais. Ouais, Ouais. bon, ça n'arrivera pas, je pense. Il y a eu, Dernière saison de Salah, tu le mets pas Ah, je comme pense qu'il en a ça. rien à foutre. Mais je pense que Oui. je me permets de vous rappeler que Arne Slot est néerlandais. Oui, oui, bon. Cela Ouais, sous-entend il a perdu qu'il 15 matchs cette saison. Il faut quand même éviter de. Parce que si tu perds, que tu pas mis Salah. Ouais, il y a déjà eu quand même un épisode, bon, ça fait un petit moment maintenant, mais il y a eu le feu quand même dans la saison de Liverpool, ouais. quand il a aligné à de multiples reprises Salah sur le banc. Il y a eu une vraie crise au club. Donc, bon, là, il leur reste plus grand-chose à jouer. Enfin, en gros, la Ligue des Champions est leur seule possibilité de décrocher un trophée cette saison. En championnat, bon, bah, ils vont se battre maintenant pour le top 5. C'est pas le moment de créer de nouveaux dramas. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je vois Salah titulaire, hein, sans le moindre doute. Après, effectivement, je serais pas surpris qu'il aligne Gomez, mais contrairement à vous, moi, je les vois pas venir avec un plan délibérément défensif. Bah, Enfin, je les pense incapables, en fait, ouais, c'est ça en de fait. jouer de cette manière. Ouais, c'est pas dans, alors c'est pas dans l'ADN du club, mais c'est pas aussi dans ce qu'ils ont produit cette saison. Il y a aucun match vraiment cette saison où je les ai vus bah, chercher à jouer un peu bas et voilà, à être défensif et à jouer les contres. C'est évidemment une équipe qui normalement est performante sur les transitions, mais ils cherchent quand même toujours à être protagonistes, à avoir le ballon, à jouer dans le camp adverse. C'est pas du tout une équipe que je vois, même au PSG, essayer de s'adapter contre City ce week-end. Alors ils prennent une rouste évidemment, mais dans les 30-35 premières minutes, ils ont des occasions. Et il joue dans le camp de City, et c'est plus City qui est en position d'attente. Ouais. Non, ouais, dans le fond, je pense que ce que disent Mathieu et Blaise est le plus logique de par leur situation générale. Mais c'est pas une équipe qui s'est joué bas. En fait, l'année dernière, ils se sont retrouvés à jouer bas parce que bah, ils ont subi, tout simplement. Mais c'est pas leur football, quoi. Le Liverpool, c'est une équipe qui est faite pour aller vers l'avant, pour marquer des buts et tout. Euh, Puis ils encaissent trop globalement. Ce week-end, ils en ont encore pris 4. Ils en prennent à tous les matchs pratiquement. J'avoue que je pense que si tu réfléchis de façon froide et logique, c'est exactement ce que disent Mathieu et Blaise, mais c'est juste qu'ils savent pas faire ça en fait. Et
tu les vois, les buts, enfin, ce week-end, ils ont Toutes les équipes peuvent improviser un plan, on serre le bloc Ah, 4-5-1 et voilà, on franchement, essaie de tenir. Mathieu, ce week-end, ils ont pris 2 buts sur des touches en leur faveur quand même. Je sais pas si tu te rends compte à Non, quel mais point. parce que, non, mais par en jouant ouvert. Même pas C'est-à-dire, spécialement. mission commando sur 2-3 jours, voilà, Oh on là serre les là. rangs, on va chercher un 0-0, une défaite d'un but au parc, et on joue tout le retour sur Anfield. Pour moi, c'est le plan de jeu ultra logique Ah pour une ben, équipe en manque de confiance, hein. je suis d'accord Et avec toi, Konaté et mais Van Dijk, si tu veux pas les exploser à la vitesse de Dembélé, de Doué, de Gbara, et un jeu très intense avec des allers-retours, tu les fais défendre dans leur surface mais et ils tu sont- essayes de minimiser les espaces. mais le problème, c'est que si tu les fais défendre dans leur surface. C'est ce qui s'est passé ce week-end. Ils font des erreurs graves dans leur surface. Van Dijk, ce week-end, il concède un penalty stupide. Non, Bah, je veux. donc justement, c'est en ça que cette équipe elle est un peu gênée, c'est que bah tu as à la fois des manques quand tu joues bas, t'as des manques quand tu joues haut, et tu sais pas spécialement jouer bas non plus. Donc au départ, l'équipe elle est pensée pour jouer le plus haut possible, pour que l'équipe en face mette des grands ballons devant sur Van Dijk et Konaté qui récupèrent comme ça facilement parce que ils sont intouchables de la tête. Si tu te mets à les faire défendre très très bas, c'est plus tout à fait le même état d'esprit. Après, tu regardes jouer Liverpool, tu vois que c'est une équipe qui est perdue sur le terrain, honnêtement. C'est une équipe qui a des problèmes profonds. Et là, tu es obligé de citer quand même, malheureusement pour eux, la mort de Diogo Jota comme un vrai traumatisme et une rupture forcément très forte et quelque chose de cassé. Mais enfin, moi, ça me choque énormément à l'issue du week-end quand Szoboszlai sort à la sulfateuse au micro de la presse hongroise en disant ouais, bah, on n'est pas venu, on a fait n'importe quoi, l'état d'esprit était zéro. Et Arne Slot, non, non, bah, moi j'ai trouvé que les 35 premières minutes, on était très bien et tout. Attends, t'as ton meilleur joueur qui t'explique que vous puez la merde et toi tu expliques que non, non, c'était bien. Ah, mais il y a sans doute une coupure entre le Ah vestiaire bah et ouais, Arne Slot de toute façon, et je pense que ah ouais. ça paraît assez clair qu'il sera plus l'entraîneur l'an prochain, et ça paraît assez clair qu'il sera Ah, successeur aussi. Donc, ça, j'en suis pas certain. ah ouais? Franchement, Ah ils oui, sont bizarres. j'en suis pas certain. Ouais. FSG, les propriétaires de Liverpool, C'est des rats. Il y a je marqué, il y a marqué article. Xabi Alonso sur son front, Arne Slot. Donc, Oui, Mais ça oui, coûte oui, cher. mais voilà. C'est des Il pinces faudra un pas être peu. surpris si elle est encore sur le banc l'an prochain. Honnêtement, c'est quelque chose qui n'est pas exclu. Normalement, et ça devrait pas faire le moindre débat, mais attention. Mais en tout cas, pour finir sur la compo de Liverpool, je trouve qu'il y a un vrai doute sur à la fois le côté droit, entre Gomez et Frimpong, qui sont deux profils vraiment mais opposés. Bon, Gomez n'est pas non plus un crack de la défense, hein, c'est pas ce que je dis. Et devant eux, est-ce que Frimpong joue ailier droit? Est-ce que finalement il met Gomez Salah? Et comment ils vont placer leur bloc, tout ça? Parce que le reste de l'équipe, on le connaît, hein, ce sera Ekitike qui est devant, Wirtz à gauche, éventuellement, comme il s'appelle, Gakpo rentrera en jeu. Dans le meilleur des cas, Isaac rentrera en jeu. Enfin, je dis le meilleur des cas pour eux, hein, parce que comme ça, il revient un peu de blessure. Je pense qu'il sera plutôt relancé contre Fulham le week-end prochain. Mais bon, voilà. Toujours est-il que ouais, qu'est-ce qu'ils vont être en mesure de proposer, qu'est-ce qu'ils veulent proposer. C'est là où ça va être intéressant de regarder la conférence de presse de Arne Slot demain parce que bah on va peut-être en savoir plus quoi. Euh, c'est c'est quand même une équipe qui est. Enfin moi j'avoue que je les ai vus ce week-end contre City. Tu vois que c'est une équipe en crise. Ils ont tous les marqueurs de l'équipe en crise. Tant qu'il y a 0-0 ça va. Et dès qu'ils en prennent un, ils font mais n'importe quoi. Vraiment, tu as des trous béants qui apparaissent, tu vois une équipe qui sait plus jouer, qui n'a plus aucune base, quoi, qui est un peu perdue sur le terrain. Et pour moi, il y a un truc qui est vraiment ultra important dans ce match, c'est ouvrir le score. Tu ouvres le score et tu sens en face le château de cartes qui tremble sévèrement quand même. Donc, alors après, des fois, ils arrivent à revenir au score. À Brighton, ils étaient revenus au score là après il y a quelques temps, mais sur une erreur adverse. Mais bon, en même temps, des erreurs, on en fait plein. Euh, Vraiment, le PSG, s'il fait un match sérieux, s'il arrive à vite mettre la pression, à les faire douter, à marquer rapidement, il peut vraiment faire une belle opération dès le match aller. Après, je dis pas qu'on va gagner 4 ou 5-0, hein, mais comme on dit, le match aller à Galatasaray, il est immonde de leur part. Et c'est pas la première fois qu'ils font des matchs à l'extérieur vraiment très très faiblards, quoi. Bah, City ce week-end, ils en prennent 4. Euh, Bon. Non, enfin, je sais pas, Daryl, ce que t'en penses, toi qui es probablement ceux qui les a le plus vus cette saison. À chaque fois que je les vois jouer, je me dis, mais cette équipe, elle a explosé en vol par rapport à la saison passée, quoi. Ah oui, oui, complètement, complètement. Bah déjà, la fin de saison dernière était pas incroyable, mais bon, ils avaient plus rien à jouer et le titre était plié. Mais là, cette année,
c'est vraiment c'est très 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 compliqué pour eux. Hein. Il y a, on l'a dit, 15 défaites, c'est quand même énorme C'est énorme. pour un club de cette envergure, enfin, dans qui défend un titre de champion de Première Ligue. Et il y a beaucoup de prestations vraiment très 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 faibles. Enfin, ce week-end, après voilà, l'ouverture du score de City, il y avait vraiment plus rien dans leur match, quoi. C'est vraiment le vide absolu. Et là, tu as cité leur défaite contre Galatasaray, mais ils ont perdu 2 fois contre Galatasaray cette saison, parce qu'ils les avaient rencontrés en phase de ligue. Et donc, en fait, c'est même un peu se demander comment ils ont fait pour terminer le troisième de la phase de groupe. Et donc, oui, je pense effectivement que si on réussit à mettre la pression dès le début et comme tu l'as dit, à ouvrir le score, c'est pas du tout impossible de s'envoler parce qu'on sent c'est une équipe qui manque d'unité. Là, la sortie de Szoboszlai, c'est pas la première qu'il fait dans ce sens-là. Après, je ne sais plus quelle défaite. Ah, il avait évoqué le fait qu'il serait chanceux ne serait-ce que disputer la Ligue Europa Conférence l'an prochain. Je crois que Donc c'était non, après le 1 partout contre Tottenham à domicile, où ils avaient été ah oui, c'est nulissimes. ça, oui. Ah oui, 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 oui. Liverpool, Bah pour oui, vous donner une idée, parce que moi je te coupe, c'est une victoire c'est sur la les seule 5 équipe. derniers matchs. Une victoire, toute Ouais. compétition confondue. C'est le 5-0 ou 4-0 pardon, contre le Galatasaray. Ouais, et puis du coup, ça doit être la seule équipe contre laquelle le Tottenham de Tudor a pris des points. Parce que C'est c'est. possible, oui. Oui, oui. Bah, Ah, il y je a pense que c'est ça. Hein. l'Atlético a gagné un match, mais sinon, c'était bon, il n'y avait pas trop de suspense quoi, au final. Ouais, donc voilà, non, c'est une équipe qui est vraiment en très grande difficulté et dont les joueurs semblent. Enfin, en fait, ça sent une espèce de fin de cycle aussi pour pas mal de joueurs. Là, Van Dijk multiplie les erreurs. Bon, bah ça là, on voit bien là que il y a il y a une chute de niveau assez conséquente. Et puis en plus de ça, ils ont un souci assez récurrent d'ailleurs que Slot évoque pas mal, c'est au niveau de l'efficacité. Alors ça, bon, ça peut sur un match ou deux, ça peut évoluer, mais effectivement, ils ont un gros problème en termes de conversion d'occasion. Je crois qu'en première ligue, c'est l'équipe qui a raté le plus d'occasions nettes. Donc, voilà, il y a un vrai manque de confiance. Il y a peu d'éléments réjouissants en fait côté Liverpool quoi en ce moment. Bah d'ailleurs, c'est marrant, ils sont très très pessimistes quant à l'issue du match, hein. Bon Ah alors oui, oui. Bah, ils viennent de perdre 4-0 à City, forcément ils se doutent bien qu'ils n'arrivent pas favoris, mais voilà. Non, non, Konaté, il se voit pas du tout au Real Madrid. Konaté, il va prolonger à Liverpool, hein, c'est pratiquement signé. Il va y retourner, il y retourne, hein, il y reste. Non, ils vont continuer avec lui, hein, donc ouais. Voilà un peu les. Honnêtement, pour ceux donc oui, qui n'ont pas suivi, Liverpool jouait là un quart de finale de Coupe d'Angleterre ce samedi après-midi à Manchester City. 35 premières minutes, c'est à peu près équilibré. Ils ont même deux belles occasions par Ekitike et Salah. Bah d'ailleurs, ils ont une occasion sur un dégagement de Mamardashvili, si je ne me trompe pas. Une occasion un peu qui ressemble à à la dinguerie de Safonov de vendredi soir. Et puis bah ensuite bon, ils ont déjà un penalty qui devrait être sifflé contre eux au bout de ouais, un quart d'heure à peu près sur Cherki. Et ensuite, ils en prennent un premier par Haaland à la 10 minutes de la mi-temps. Et ils en ont pris 4 ensuite en 20 minutes, répartis 2 avant la pause, 2 juste après. Et après, bon, le match devient à 4-0 sur un match éliminatoire sur une rencontre. Il n'y a plus de rencontre, il n'y a plus de match, hein. Il y a un penalty qui est offert par. Qui c'est qui fait la faute stupide? C'est Mateus Nunes sur Ekitike. Mais ouais, c'est ça. voilà, mais c'est une faute qui n'existe pas à 0-0, quoi, si je peux me permettre. C'est vraiment une erreur de mec qui sait qu'il a gagné et il manque d'attention, quoi. Et en plus, Salah rate le penalty. Ensuite, James Trafford, puisque c'était pas Donnarumma, c'était Trafford, qui fait un arrêt sur penalty en plongeant du bon côté. Et en plus, ça c'est terrible pour la confiance, c'est que Salah rate le penalty qui aurait pu aller. Tu passes de 4-0 à 4-1 et tu grattes un 4-2, tu rentres chez toi, t'as pris 4-2, c'est moins ridicule que 4-0. Là, ils ont vraiment pris 4-0, quoi. Et Arne Slot qui a chargé ses joueurs après le match devant la presse, c'est pas trop passé encore une fois, donc bon. C'est comme ça. Il joue plus demain. Si, mais comme c'est la coupe, Pep a laissé à Trafford les deux coupes nationales, plus quelques matchs Ligue des Champions, notamment la défaite à domicile contre Leverkusen. Et je pense qu'il a peut-être aussi laissé un peu de temps à Donnarumma pour se remettre de sa trêve internationale compliquée. Peut-être que Mathieu veut témoigner, mais bon, c'est autre chose.
sur un peu les clés du match, comment aborder ça. Et tout à l'heure, il y avait des gens sur live qui disaient ouais, j'aime pas trop, on a l'impression qu'on est un peu trop confiant côté français. Vous comprenez un peu cet état d'esprit, ce dilemme, ce souci ou pas? Oui, Blaise, vas-y. Je pense- Non, mais je pense que oui, ça c'est une vérité. Mais après, il faut parfois assumer le statut et actuellement, ça serait compliqué de dire que Liverpool est favori. Et puis le principal, c'est que ce groupe-là a montré dans dans le positif. Donc, quand ils étaient acclamés ou qu'ils étaient plutôt mis sur le côté et abandonnés, bah, on sait que cette équipe-là, elle arrive à se concentrer. Donc, je pense que le sentiment de supériorité, il ne se fera pas sentir par l'équipe. C'est une équipe ils ont affronté la saison dernière et ce parcours-là, sinon on l'a pas oublié, il faut imaginer ce qu'ils pensent. Donc non, je pense que c'est pas un problème. C'est juste une réalité sportive où actuellement Liverpool est une équipe inférieure au PSG. Donc dans les clés du match, je mettrai pas cet aspect-là comme prépondérant au moment de voir les performances des deux équipes. Ouais, comme je dis sur live, les champions d'Europe sortant d'un 8-2 face à une équipe équivalente à Liverpool, donc oui, on est favori. Oui, oui, on veut, oui, oui. On peut le dire, oh, bah d'ailleurs en première ligue, Liverpool et Chelsea sont à la lutte, hein. Je me demande s'ils n'ont pas exactement le même nombre de points, ou en tout cas c'est. Ouais, c'est ça, c'est 5 et 6e. Hein. Ouais. Ouais. Et qui est le cinquième, qui est le sixième d'ailleurs? C'est ça la vraie question. Je pense Attends, que Liverpool est 5e. d'accord, donc ils sont juste Je devant. vais vérifier. Mais... Ouais, c'est ça, Liverpool Ouais. et Chelsea. Un point de plus pour Liverpool, à 49 points, mais plus 8 en différence de but, et 48 points pour Chelsea, mais plus 15 en différence de but. Donc Chelsea gagne des matchs plus largement que Liverpool, mais a fait un match nul de moins en tout cas. On dit ça rappelle la confiance de Aston Villa l'année dernière. Après, je pense qu'il ne faut pas tout le temps se référer à l'année dernière en termes de confiance. Le PSG, entre-temps, il est devenu champion d'Europe. C'est-à-dire qu'en termes de confiance dans l'équipe, de confiance pour les joueurs, comme l'a dit Luis Enrique, ils savent qu'ils l'ont fait, qu'ils peuvent le refaire. Ils ont renversé des situations totalement incroyables cette saison. Je pense à la Super Coupe d'Europe, le Trophée des Champions, même PSG Tottenham. Hein. PSG Tottenham, on est mené 2 fois si je me trompe pas. Et c'est chaud à un moment quand même. Hein. Et à chaque fois, tu remets un coup de collier, tu repasses devant. Même PSG Bayern, on perd 2-1, mais le Bayern, il y a 2 jours, il y a Rummenigge qui disait ouais, ce qu'on a subi au Parc des Princes, à la deuxième mi-temps, on a tenu, c'est le plus beau message d'unité de la saison, quoi. Ou un truc du genre. Genre, c'est pour nous, on s'est vraiment fait lessiver pendant un long moment. Voilà, quoi. Tiens, question pour les habitués de la Premier League. Est-ce que qui de Chelsea et de Liverpool est meilleur, selon vous? Sur la live, on me dit Chelsea meilleur. Oui, Daryl, Blaise? Ouf, ouais. Ouais, bah, je pense que bah, disons que le meilleur niveau qu'a montré Chelsea cette saison est pour moi peut-être supérieur au meilleur niveau qu'a montré Liverpool. Après, c'est vraiment kiff-kiff comme le montre la différence au classement. Mais je pense que la différence entre les deux, en fait, elle est surtout au niveau de l'expérience des deux groupes, quoi. Ouais. C'est-à-dire que Chelsea, c'était vraiment une équipe de jeunes, coachée par un entraîneur novice à ce niveau. Folklorique. Euh, oui, voilà. Alors que bon, Liverpool, c'est une équipe qui est quand même bien plus, enfin, qui a plus de maturité, qui ont beaucoup plus de joueurs en fait qui ont connu ces hauteurs-là, quoi. Mm. Mathieu, on t'a très peu entendu sur ce PSG Liverpool. Ton ressenti avant la rencontre, des choses que tu as envie de voir, de surveiller, de. Je ne sais pas, où es-tu, Mathieu? Comment te sens-tu? Non, non, mais un peu dans l'expectative. On est vraiment dans le money time maintenant. Moi, quart de finale Ligue des Champions, les dynamiques des équipes, je sais pas si ça rentre vraiment en ligne de compte à vraiment 180 minutes, peut-être plus si ça va en prolongation et globalement les niveaux sont équilibrés à ce moment-là. Enfin, j'ai du mal à imaginer un carton et un Liverpool qui s'effondre complètement en finale de mercredi. Je pense qu'ils seront compétitifs. Ça reste des grands joueurs quand tu les prends un par un. Ils sont pas dans leur meilleure saison, c'est clair. Mais ils peuvent se mobiliser sur un match, ça me semble complètement possible. Donc moi, je reste assez prudent d'un point de vue extérieur et supporter. Je pense qu'il n'y a pas de raison que l'équipe soit surconfiante. Elle sera confiante parce que, comme vous l'avez dit, elle a gagné le droit d'être confiante par ses prestations et par les titres qu'elle a accumulés depuis 18 mois. Mais moi, je reste assez méfiant. Je m'attends à un Liverpool compétitif mercredi, donc je
pense qu'ils trouveront un moyen d'équilibrer le match et aussi en étant prévenu de ce qui s'est passé pour Chelsea, c'est-à-dire que de pas laisser filer complètement la qualification dès le match aller, quoi. Ça va être Ça- vraiment leur objectif sur le match de mercredi et pour pouvoir tout jouer en Anfield et à Anfield ça sera dur. Donc voilà, moi c'est un peu comme ça que je le pressens, on va dire. Très bien. On nous dit je crains Szoboszlai. Ah oui, Szoboszlai de très très loin le meilleur joueur de Liverpool cette saison. Avec bon, non, peut-être pas de très loin parce que Ekitike fait une bonne saison aussi, mais c'est vrai que le Hongrois est devenu un joueur vraiment un vrai gros joueur dominant quoi. Donc faudra le surveiller. Sur le coup de pied arrêté notamment, il a une frappe de balle exceptionnelle. C'est vrai que dernièrement dans le jeu c'était peut-être un peu moins bon si je peux me permettre, mais c'est effectivement le joueur le plus dangereux probablement. Et Ekitike buteur ou pas, est-ce que les grandes, est-ce que Le but de l'ex, mais ouais, ça c'est clair. On y aura droit, hein, ça c'est sûr, au moins une fois sur les 180 minutes. Et on va devoir dire du bien plus d'Ekitike dans le podcast après. Oh alors là, Ouais. Moi, je fermerai mon micro, hein, ça je le dis déjà. non mais bon, non je refuse ça. Pacho, tu as une mission, mon ami, s'il te plaît, pour toutes les talonnades ratées qu'il a pu nous faire, les dingueries, les contrôles d'américains là, non c'est pas possible. On va avoir toute la réécriture de l'histoire et tout, franchement. Ouais, non, c'est bon quoi. On en a gros. Il est hors de question qu'on accepte ça. Mais en tout cas, non, c'est vrai que Ekitike s'est imposé comme le joueur le plus fort de leur attaque cette saison, quoi. Donc peut-être aussi est-ce pour ça que c'est une équipe qui passait de première à cinquième du championnat d'Angleterre, hein. Je dis ça, c'est une supposition peut-être. Mais en tout cas, non, clairement, c'est plus le joueur qu'on a eu chez nous en train de souffrir, qui traînait sa peine, qui enchaînait les matchs catastrophiques. Il y a maintenant 3 saisons déjà, parce que c'était 2022-2023. Non, puis même sur l'extra sportif, je pense que si c'est un joueur qui n'a pas eu de deuxième chance, je pense que son attitude au quotidien et sa façon d'être intégré dans le groupe n'était pas jugée satisfaisante par le staff, par la direction, hein. Si Luis Enrique a donné le feu vert aussi pour le laisser partir très tôt également, pour moi, Bah, ça justifie complètement à l'époque, quoi. Après, on peut réécrire l'histoire et s'il marque et s'il est décisif sur la double confrontation, forcément, tu me diras les regrets, etc. Moi, j'en ai aucun avec ce joueur, personnellement. si, je trouve qu'on n'a pas récupéré assez d'argent. Mais sinon, ouais, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est le seul du recrutement de l'été 2022 qui n'a pas eu la moindre deuxième chance. C'est-à-dire que Colomwani, l'année d'après, était mauvais, il a eu une deuxième chance. Asensio a eu une deuxième chance. Skriniar a eu un peu plus de temps. Et Ekitike, au bout de. Solaire. Et Ekitike, au bout de 1 an, ils l'ont foutu à la Mukiele porte. aussi, d'ailleurs, a fait 2 ans. Elle a fait une saison sous Même Luis Enrique. Mukiele, voilà. Mm. Ekitike, ils ont dit direct, non, mais c'est pas possible, ça ne peut pas marcher à Paris, c'est dehors direct, quoi. Après, il a voulu Ugarte, c'est vrai qu'elle s'est fait aussi, mais Ugarte, le problème, c'était l'incompatibilité technique, c'était pas forcément. Non, mais Ugarte, c'est la saison d'après. Tu Voilà, parlais en d'été plus. 2022, c'était Solaire, Fabian Ruiz, Ouais, Ekitike, Mukiele et Vitinha. Vitinha. Vitinha qui avait complètement coulé en cours de route. Campos avait dit non, c'est mort, il reste, on va le garder, quoi. Et bon. Il était pas mauvais en prépa avec Ekitike. Je me souviens que non, il avait fait une préparation assez intéressante. Mais Il n'avait pas fait un seul match en préparation avec Non, Ekitike, non, il avait joué un peu dans la tournée en Asie. Il n'avait pas non plus fait casser la baraque, quoi. Mais voilà. Après, Neymar aussi a fait un bon match en prépa sous Luis Enrique. Oui, voilà, le fameux match. Renato Sanchez a été mis dehors pour mais tu vois, Renato Sanchez, il a été mis dehors pour des raisons de compatibilité technique avec Luis Enrique. Luis Enrique, il a dit, moi, il me faut des joueurs aptes physiquement. Renato Sanchez, vous êtes gentil, je peux rien en faire, quoi. En l'occurrence, Ekitike, c'est avant même l'arrivée de Luis Enrique qui était la direction sportive a dit non mais c'est terminé, c'est juste pas possible. Donc quand on essaye de nous dire il n'est pas arrivé au mauvais moment, gna gna gna, attendez les gars, on a vu ces matchs, son attitude, il n'y avait rien qui allait, au bout d'un moment, terminé, bonsoir. Et encore, il aurait dû partir au comment ça s'appelle, à l'Eintracht, il aurait gagné 6 mois dans sa carrière. Mais bon, c'est comme ça, il a bien rebondi, bravo à lui. Et j'avoue que je pensais pas qu'il sortirait aussi bien à Liverpool. Voilà. Il posait quoi comme problème d'attitude et Ekitike? Bah, je pense que la façon dont il jouait au football dit beaucoup de à quel point il se voyait beau par rapport à ce qu'il était à cet instant. Je revoyais les matchs, c'est assez clair les problèmes. Donc voilà. PSG Liverpool pour finir.
Blaise, Daryl, Mathieu, est-ce qu'il y a un dernier truc à... Tiens, bonne question. Ouais. Qui tire si on a un penalty, messieurs? Ah, j'avais pas vu venir ça. Ouf, voilà. Surtout que Mamardashvili il est pas mauvais au péno en plus. Alors, Ouais, alors là, sur le... Il faut ouais, c'est demander à compliqué. Marquinhos et Vitinha, visiblement. Ah oui, c'est Oui, vrai. voilà. C'est eux qui ont la réponse. Ouais, bah peut-être que ce sera Viti qui va tirer d'ailleurs. Mais tout le monde sur la live me dit Nuno, 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 Nuno. Il y a beaucoup de Nuno ou du Dembélé. Il n'y a pas un seul Vitinha. Beaucoup de Nuno, tiens. Et si c'était Nuno, effectivement, qui allait se frotter au grand géorgien. Mais c'est vrai que si on a un penalty, et Liverpool en a quand même concédé pas mal dernièrement, ça serait une bonne idée de De le convertir. convertir, ouais. Ouais. Parce que Ouais. bon, Et c'est une vraie possibilité, hein, parce que pour parler un petit peu aussi d'eux, les centraux sont très inquiétants dans leur complémentarité et dans ce qu'ils font, dans leur choix d'intervention, chacun l'un l'autre. Hein. Donc c'est une vraie possibilité, effectivement, qu'on ait des coups francs bien placés et potentiellement un penalty. ah oui, bah d'ailleurs, ce week-end, Van Dijk, archi en retard sur, je sais plus sur qui il a fait la faute. 2 ou 3 buts. Ah non, mais. Et tout à l'heure, une personne C'est sur la sur, live. Ouais, vas-y, c'est vas-y. sur O'Reilly, je crois, Ouais, c'est ça, c'est la O'Reilly. faute. Bah, Ouais. il est en retard, tu vois, il plante le pied à un endroit de la pelouse où il a rien à faire là, quoi, frère. Il voit pas le mec arriver, il est en retard et tout. Ça fait bizarre de voir Van Dijk faire ce genre d'erreur aussi, quoi. Bon. Et c'est vrai que Gvara connaît très bien le gardien puisque c'est un compatriote. Est-ce que ça sera à son Oui. avantage? Je ne sais pas. Mais bon. À suivre. On dit comme quand Lucien Riquet envoie Doué face à son frère. Ah, c'est possible, ouais. C'est possible d'ailleurs que Gvara tente de solliciter très vite Mamardashvili pour voir. Alors, t'es prêt, mon ami? C'est ce soir que notre grand duel a lieu. Donc, à voir. Mais globalement, je trouve que c'est une affiche qui a quand même un beau prestige. PSG, Liverpool, champion en titres nationaux. C'est pas si courant en Ligue des Champions désormais, faut quand même le rappeler. Très très belle affiche de l'année dernière. Il y a un côté revanche, mais pas déjà vu pour autant. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre les PSG Bayern, je sais pas combien on en a joué ces dernières années, mais je vais pas dire la flemme, mais bon, un petit peu quand même quoi. Là, il y a un côté à la fois nouveau et sympa. Il y a l'envie de confirmer l'année dernière, l'envie de montrer que tu es quand même meilleur qu'eux. Et je trouve que même si Liverpool est pas au top, il y a quand même un petit fumet bien Ligue des Champions. Et ça fait vraiment affiche de quart de finale, quoi. Ça fait pas. J'ai rien contre Aston Villa, c'est même un club que j'apprécie plutôt en général. Mais PSG Aston Villa en quart de finale, ça fait plus huitième de finale, si je peux me permettre. PSG Liverpool quart de finale, tu as une affiche de quart de finale, si ce n'est pas de demi-finale en tout cas. Donc, j'espère que ça sera un très bon match. J'espère surtout qu'on va gagner, je ne vais pas faire semblant. Oui, Nuno Mendes et Guevara sont menacés d'un carton jaune, d'une suspension si c'est un carton jaune. En face, il y en a beaucoup aussi, hein. Il y a Van Dijk, il y a Gravenberch, il y a Connor Bradley aussi, mais lui il est blessé. Et il y en a encore un ou deux autres, je sais plus. Donc il faudra que j'en Jones fasse. peut-être, non? Je crois Ouais, avoir lu. Curtis Jones, mais Curtis Jones il jouera pas forcément. Bah Bah, après, il peut remplacer Gravenberg si oui, il est absent voilà, pour eux. Oui. c'est vrai. On me dit attention aux touches de Thomas Partey, toujours. Toujours. Retour Ah non, mais pour le coup, Oui. il y a un vrai point qu'on n'a pas abordé, parce qu'on n'a pas dit beaucoup de bien de Liverpool, mais il y a un point sur lequel ils sont très, très, très performants. C'est les coups de pied arrêtés. Et Oui. pas que les coups francs Ça directs tombe de bien. Szoboszlai. Ça tombe bien. C'est non, mais même sur les corners et les coups francs en direct, ils sont extrêmement performants et même supérieurs à Arsenal en 2026. Ah, quand même. C'est-à-dire que bah oui, bah, en gros, ils ont très mal commencé, une première moitié de saison. Ils ont été très mauvais dans l'exercice, peut-être la pire équipe de Première Ligue. Ils ont viré l'entraîneur en charge des coups de pied arrêtés, et depuis, ils sont excellents. Bon, Et vraiment, que ce soit offensif comme défensif. Donc ça, c'est pour le coup un point qui, je pense, n'aura pas échappé au staff, mais sur lequel il faut être très vigilant, parce que autant au niveau du jeu, je me fais pas trop d'inquiétude sur le fait qu'on soit capable de démontrer notre supériorité, mais ils peuvent rester en vie grâce aux coups de pied arrêtés. Donc il faudra être très performant là-dessus. ouais, tu fais bien de le signaler parce qu'effectivement, on les présente pas toujours comme très bons dans ce domaine-là. Et c'est effectivement le cas. Donc, tu as intérêt à jouer dans leur camp et le plus possible, loin de ton propre but pour éviter les corners, les coups de pied arrêtés, ce genre de choses. C'est vrai que
Newcastle, qui est bon dans le domaine, avait su profiter de la chose pour égaliser avec pas grand-chose en première période, quoi. Donc, à voir. Messieurs, on a un peu fait le tour. Je pense qu'on a été complet. On va vous souhaiter une bonne rencontre à tous. Notre podcast de débrief sera jeudi, normalement. Si tout va bien, oui, ce serait plutôt jeudi 22h comme d'habitude. Comptez pas sur nous pour les pronostics. On vous laisse perdre votre argent avec vos propres idées, ne nous en voulez pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc podcast de débrief jeudi. D'ici là, il y aura plein de choses sur le site. Est-ce que vous pensez que le PSG va jouer pour piller la confrontation des Lélés? Jouer pour probablement, faire le plus mal possible probablement, y arriver c'est encore une autre affaire. Donc Mathieu vous en a parlé très justement il y a quelques minutes. Sur ce, à très vite. Merci pour votre soutien. Merci au dernier subber, à savoir Juden Foufou 92. Et on se retrouve donc jeudi prochain en podcast et évidemment sur le site. D'ici là, bonne nuit tout le monde. Bisous. À très vite. Ciao, ciao. Ciao. Bonne nuit. Ciao tout le monde, bonne nuit, bisous. Et vive l'open source comme toujours. Il sera dispo sur Spotify. Bah là, je vais finir de le convertir donc dans la nuit normalement. À tout. Ciao, ciao.